S'il y avait une formule magique pour entreprendre, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps, parce que tous les modèles sont différents, tout l'état d'esprit est différent. Je pense que la baguette magique, elle est plus dans ta tête que dans le marché. Moi, j'arrive à trouver un peu le moyen aujourd'hui de me dire que, ok, maintenant j'ai compris comment faire du business, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi et comment. En revanche, je sais que je suis beaucoup moins en panique qu'avant à me dire, putain, je suis à la recherche du CA. Aujourd'hui, je me dis vraiment, ok, bon, maintenant j'ai compris un truc, et c'est que dans la tête. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, ça y est, ça enregistre. Il a fallu qu'on coupe court à notre intro, comme souvent d'ailleurs avec les invités, où en fait, t'as la moitié du podcast qui se fait avant d'enregistrer, j'ai l'impression. C'est full valeur avant, tu sais. Et donc, je pense qu'on va se répéter des trucs qu'on vient de se dire. Ça te dérange pas? Avec plaisir, carrément. Okay. Cool. Bon, ça me fait plaisir de te voir là. On s'est loupé mardi dernier. On était au même endroit, au même moment, et en fait, on s'en est pas rendu compte. Et du coup, on s'est répondu en story. On s'est loupé, on arrive à faire ce podcast. En tout cas, ça me fait super plaisir. Est-ce que t'es chaud de te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Ouais, merci. Ouais, trop cool de se revoir en live. C'est vrai qu'en créateur de contenu, c'est toujours un kiff de rencontrer en vrai, au final. Et il y a de plus en plus d'événements physiques. Donc, on sera amené à sûrement se revoir, un de ces quatre. Moi, je suis Kevin Dufresne. Je fais des formations en ligne sur le sujet d'un métier qui s'appelle le growth hacking. Le growth hacking, ce sont des techniques marketing secrètes, on va dire, qui ont été testées, qui permettent d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide en utilisant des techniques non conventionnelles. Moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est de contourner les systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on me ferme une porte, j'enfonce une fenêtre. Et ça, c'est souvent lié à des connaissances qui sont axées autour de la psychologie humaine, autour de la tech, autour du personal branding, autour de l'influence. Et du coup, je fais ça depuis maintenant 2 ans. J'ai plus de 1300, 500 élèves là maintenant. J'arrive même plus à suivre. Mais j'ai une grosse croissance en décembre dernier. On va pouvoir en reparler dans ce podcast. Yes, trop bien. Et du coup, j'ai un peu l'impression que ton métier, c'est de comprendre les systèmes, soit avant que le système lui-même se referme, soit avant que les autres crament le tuyau, en fait. Comment tu vois le truc? En fait, moi, je pense que toutes les créations qui ont été faites par les hommes, les humains ou les entrepreneurs, elles sont liées à une créativité qu'ils ont eue, à se dire, OK, en fait, comment est-ce que je fais mieux que les autres? Tu vois, il y a d'ailleurs une histoire qui résume plutôt bien le sujet du hack que j'aime bien raconter, c'est l'histoire des miroirs dans les ascenseurs. Ça vous permet de raconter ça dans des dîners mondains. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, les personnes qui prenaient l'ascenseur trouvaient l'ascenseur extrêmement lent. Donc, il y a une étude qui a été faite sur les personnes qui prenaient l'ascenseur. Et du coup, la compagnie d'ascenseur a investi des millions et des millions pour faire avancer l'ascenseur. Ils ont refait l'étude et ils se sont rendus compte que les gens avaient toujours l'impression que l'ascenseur était hyper lent. Finalement, ils ont ajouté des miroirs dans l'ascenseur et ils ont refait l'étude et ils se sont rendus compte que les personnes avaient l'impression que l'ascenseur allait beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivaient dans l'ascenseur, ils se regardaient, ils se recoiffaient. Du coup, la perception de la lenteur était totalement réduite. Donc parfois, tu vois, pour quelques dizaines d'euros, tu arrives à résoudre un problème de plusieurs millions qui est pas forcément le bon focus, quoi. Et donc moi, mon objectif, c'est de faire ça, c'est d'essayer d'avoir le maximum de résultats pour le moins de temps possible en ayant le maximum de performance, quoi. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Et la nuance entre le gross marketing, enfin la grosse de manière générale, et le gross hacking, c'est vraiment ce concept de détourner des systèmes. En fait, comment tu le définis, ouais?
pour moi, c'est très français d'avoir ce débat. C'est toujours d'essayer de complexifier des choses qui sont extrêmement simples. Tu vois, genre toujours d'essayer de dire, oui, mais en fait, c'est gros marketing. Mais bien évidemment, dans le gros hacking, ça sert à rien de faire des techniques de bourrin, entre guillemets, sur le web si ton produit ou ton service est pourri. Donc, en fait, le marketing, c'est de construire l'offre le mieux possible à un maximum de personnes. Et le gros hacking, ça te permet de faire un énorme effet de levier, quoi. Si tu veux, le marketing, c'est le gros caillou et le gros hacking, c'est le levier qui va te permettre de soulever le gros caillou. Et en fait, l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Sans un bon marketing, sans un bon produit, finalement, t'auras jamais les ressources qu'il faut pour pouvoir faire décoller ton business. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais pas jouer de la guitare électrique, si t'as un gros ampli, ça va pas te permettre en fait de jouer mieux, quoi. Au contraire, ça va te faire, Ouais, ça va être la même. Ouais. je pense que la différence, c'est peut-être la vélocité, la rapidité qu'un gros hacker a, la manière qu'il a d'exécuter, de résoudre un problème est beaucoup plus rapide que la moyenne. Le marketing en général, il va souvent chercher midi à 14h, il va faire des réunions, voir des stratégies, etc. Un gros hacker, c'est quelqu'un de totalement imprévisible. C'est d'ailleurs l'objet de ma newsletter de ce matin. Ce que je te disais, c'est que là, tu vois, ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que j'ai une baisse de croissance dans les 2 dernières semaines. C'est à peu près le truc que j'analyse. Si dans les 2 semaines, je vois que je fais moins que d'habitude, j'actionne des actions. Ouais. Du coup, J'allais y venir. Ouais. Yes. voilà. Là, du coup, j'actionne, tu vois, j'ai actionné en une journée une vingtaine d'actions. J'ai tout changé. J'ai changé mon prix, j'ai changé mes offres, j'ai changé tout, tu vois. J'ai vraiment pris des décisions radicales et je suis allé extrêmement vite et j'ai changé en un jour. Et là, dimanche, j'ai fait le point sur les actions que j'ai menées. J'ai fait 9 500 € de CA sur le week-end, tu vois, juste en changeant quelque chose vendredi. Donc en fait, c'est ça l'effet de levier. C'est en mode, tu as plein d'idées différentes à tester. Et le problème, je pense que les gens n'arrivent pas à prendre des décisions radicales dans leur business, tu vois. En fait, ton produit se vend pas, baisse le prix, change d'offre, tes clients sont pas contents, ajoute quelque chose dans ton produit qui peut les rendre heureux. Si t'as un problème de confiance, ajoute du testimonial, fais une campagne de recrutement Ouais, de c'est testimonial ou ça. truc comme ça, bien sûr. Le meilleur moyen de tester, c'est de faire, tu vois. En Mm. fait, au final, ça sert à rien de réfléchir pendant 1000 ans. Et je pense que la prise de décision rapide et la prise des décisions vraiment radicales, elle fait toute la différence dans un milieu de plus en plus concurrentiel comme celui de la formation, mais comme n'importe quel milieu au final, tu vois. En fait, il y a un truc qui marche pas, c'est pas de la faute des clients, c'est de ta faute à toi, tu vois. Mm. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, qui est pourtant hyper logique. Je pense que le bug aussi, c'est de croire que le business il est figé, surtout dans nos métiers, surtout en ligne, où en fait je fais quelque chose de bien aujourd'hui, je ne touche à rien, ça se dégrade. Mais en fait, oui, mais on n'est pas, t'as pas 100% du levier en fait. T'interagis avec le reste du monde et donc oui, il arrive il faut régler la mire de temps en temps et le danger après, c'est de sauter sur tous les faux signaux aussi. Je sais pas comment tu vois le truc. Ouais, moi pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que je pense que les gens ont un syndrome global que j'appelle le syndrome IKEA, c'est-à-dire qu'en fait ils s'attachent émotionnellement à une expérimentation, à une action marketing et ils comptent énormément dessus, tu vois. Mm. Moi en fait quand j'ai une idée, je la fais et si je pense que c'est une bonne idée et c'est vraiment au feeling, je la lance et si ça marche pas, fine, je m'en fous, tu vois. Et par rapport au danger que tu dis de se dire, ouais, en fait, repérer les mauvais signaux, plus t'en repères avant et plus t'as un avantage sur la concurrence parce que tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Moi, j'ai parlé avec des concurrents, ils m'ont expliqué leur stratégie et dans ma tête, je savais à 99,9% que ça allait pas marcher parce que j'avais déjà testé avant eux, tu vois. Et bon, bien sûr, je leur ai pas dit. Du coup, maintenant, aujourd'hui, ils se sont pété la gueule. Mais en fait, de te tromper rapidement, ça te permet de comprendre plus rapidement que la concurrence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est il faut te tromper, mais il faut réussir à te tromper rapidement. C'est-à-dire que si effectivement tu passes, tu vois, une semaine à faire quelque chose, par exemple faire un site internet, faire une landing page, faire une offre, faire une page de paiement et tout, en fait, tu as perdu 2 semaines de ton business à pas vraiment bosser sur des actions. L'avantage du gros hacking, c'est ça, c'est qu'en fait, en 10 minutes, tu peux lancer une offre, en 1 heure, tu peux écrire un post viral et tester des idées marketing, tester des offres, tester des produits de manière hyper rapide. Et donc, du coup, tu apprends énormément. Et t'as jamais fini d'apprendre, hein, bien sûr, mais je pense que l'objectif, c'est d'exécuter rapidement, comme pour tout, le plus rapidement possible,
et d'apprendre le plus rapidement possible derrière les choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Tu sais, c'est un peu la différence entre l'obstination et la détermination. Je pense que les gens qui font pas d'argent en ligne sont des gens qui sont extrêmement obstinés. Obstinés, ça veut dire faire toujours la même chose jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Alors qu'en fait, la détermination, c'est changer les choses jusqu'à ce que ça marche. Moi, je change tout le temps et je prends des décisions radicales sur mon business et c'est ce qui m'a permis d'avoir les plus gros effets de levier, tu vois, aujourd'hui. Bah, tu sais, c'est comme les clients, moi, ils me demandent c'est quoi un bon taux de conversion sur telle méthode d'acquisition. Bah, je dis le bon taux de conversion, celui qui est meilleur que celui de la veille. Tu vois, le bon taux de transfo, ça veut dire quoi? Sur de la pub Facebook, je dis ok, ça veut dire quoi pub Facebook? Si tu fais 100% de retargeting, tu auras forcément un meilleur taux de conversion que si tu as des audiences plus complexes, etc. Donc c'est vraiment relatif par rapport à, c'est s'améliorer en continu en fait. C'est vraiment ça la quête quoi. Totalement. Ouais, mais c'est s'améliorer en continu. Et tu vois, moi, je devrais même été encore plus radical. Un bon taux de conversion sur quoi? C'est 100%. Donc, tu vois, fixe-toi des objectifs de faire 100%. Moi, par exemple, sur les 9500 € que j'ai fait le week-end, et c'est ce que je disais, d'ailleurs, j'ai encore l'historique de mes messages avec un ami. Je lui dis, vas-y, là, je suis chaud, je veux faire 10 000 € sur un week-end. Et en fait, l'objectif aussi, le fait de se dire, OK, vas-y, je vais faire 10 000 € sur un week-end, ça te met des idées vraiment. Tu vois, tu as des hypothèses qui se sont créées pendant déjà les 2 semaines où tu as mijoté, tu t'es dit putain, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire dans le pire des cas, un peu un bouton autodestruction. Et en fait, je savais que j'allais le faire, tu vois. Comme l'année dernière, tu vois, j'ai perdu, avec l'histoire des CPF, bon, tu voulais qu'on en parle un petit peu pendant ce podcast, mais j'ai perdu plus de 150 000 €, tu vois, sur ma première année de business. Quand même, Ok. voilà, c'était quand même une belle année, j'avais fait 250 000, 300 000 la première année. Et je me suis fait voler pratiquement la moitié de mon CA, donc j'avais tous mes projets qui se sont effondrés, c'était l'enfer. Et donc du coup, j'ai vraiment été en dépression pendant 2 jours. Je me rappelle, il y avait mes parents qui venaient chez moi et tout, qui venaient me parler enfin, qui essayaient de me rassurer, quoi. Je leur disais, mais en fait, vous comprenez pas, c'est que j'avais plein de projets et tous mes projets tombent à l'eau aujourd'hui à cause d'un mauvais partenariat. Et en fait, j'ai dit, bon, j'ai pris mon ordinateur à un moment, je me suis énervé, j'ai tout changé, tu vois, vraiment radicalité absolue, j'ai tout changé. La manière d'écrire, le prix de mes offres, le contenu de mes offres, etc. Et j'ai fait en 2 mois ce que j'avais gagné en un an, tu vois. Et c'était l'objectif que je m'étais fixé. Donc je pense que c'est important aussi de se donner, tu vois, les moyens de ses ambitions et d'être toujours en recherche de croissance, quoi. Tu vois, j'imagine déjà les objections des gens qui nous écoutent là, qui vont dire ouais, mais en fait, moi, mon boulot, c'est pas de faire du marketing. J'ai besoin du marketing pour diffuser mon expertise. Et donc, du coup, comment je fais pour capter j'ai pas de bande passante, j'ai pas de temps, j'ai pas de dispo pour faire ça. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Parce que pour moi, c'est une partie essentielle. Il faudra avoir un buffer de temps dans sa semaine, pour au moins analyser ce que l'on fait et donc du coup ne pas faire l'autruche et avoir le temps de réagir. Et d'ailleurs, quand on parle du focus, je sais pas toi comment tu vois le truc. Moi, je peux pas être focus. Je sais pas. J'ai fait mon deuil par rapport à ça. Mais par contre, je sais que plus je lance de projets, moins j'ai de temps. Je vais pas être moins pertinent sur les projets que je lance si j'en lance beaucoup. Je sais que je vais avoir le même niveau de pertinence. Par contre, j'aurai pas le temps de réagir aux merdes qui vont me tomber dessus sur les projets que je suis un peu en train d'abandonner en mode Ouais. autruche quoi. Donc je sais Hmm. pas toi c'est quoi la part de réactivité qu'il faut avoir dans son marketing quand on n'est pas grosse marketeur. Moi, en fait, je focus mon énergie uniquement sur les variables de mon business qui me ramènent de l'argent. Donc, la confiance des clients, c'est-à-dire quelle stratégie je peux mettre en place pour avoir le maximum de reviews positifs, quels produits je peux faire pour que les gens soient hyper satisfaits de ce que je propose, qu'ils atteignent les résultats que je veux qu'ils atteignent, tu vois, en mettant en place X ou Y action. Donc, c'est ça, moi, en fait. Ce qu'on appelle dans le gros, c'est la North Stars Metrics, c'est-à-dire le truc de te dire, la métrique unique qui me ramène du business, bah, c'est de faire en sorte que les clients aient les objectifs que moi je me suis fixé. C'est un peu la mission, tu vois, en gros. Quand tu te réveilles le matin et tu te dis, vas-y, je veux faire 2000 balles par jour, ok, mais à côté de ça, tu as aussi l'idée de dire que les gens que t'embarquent dans ta formation, il faut absolument que tu leur permettes d'atteindre les objectifs que tu leur as promis, sinon tu vas te faire défoncer, quoi. Donc il y a cette dimension-là, je pense, vachement personnelle, mission, tu vois, qui est importante. La deuxième chose, c'est que je pense que le temps, ça se trouve toujours, surtout sur la croissance d'une boîte. En fait, si ton temps est investi dans quelque chose qui ne te génère pas d'argent, bah arrête. En fait, si tu bosses gratuitement pour tes potes, ça sert à rien. Trouve un modèle qui fonctionne avec des choses qui fonctionnent, tu vois. Le temps, ça s'optimise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais sûrement au quotidien que tu peux totalement
automatiser, remplacer, déléguer, même si tu veux. Moi, j'ai un petit peu de mal avec la délégation, je préfère déléguer au robot. Mais en tout cas, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle et tout, il y a des moyens très faciles de pouvoir optimiser ces trucs, ces canaux. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée d'être... Il y a aussi la quatrième chose, c'est, comme tu disais, de focus, c'est de concentrer son énergie, euh, d'éviter de donner son énergie à des gens qui te font perdre du temps, tu vois. Moi, par exemple, et du coup, ça, c'est tout ce qui tourne autour du modèle et du système de ton business. C'est-à-dire que, par exemple, un modèle de freelance, c'est quelqu'un qui va bosser la journée et qui va vendre son temps contre une compétence, tu vois. Moi, c'est pas un modèle qui m'intéresse parce que ça ressemble beaucoup au salariat. Même si tu gagnes beaucoup mieux ta vie, même si de temps en temps tu as des libertés, tu as des comptes à rendre à des clients, tu as des gens qui vont te saouler, tu as des patrons, des machins, et tout. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif, c'est d'essayer justement de pouvoir générer du cash en automatique sur mon business. Et donc en fait, quand par exemple tu fais un call client, c'est con, hein, tu fais un call client pendant 1 heure, tu as un mec au téléphone qui est peut-être pas sûr, qui est pas convaincu, que tu essaies de convaincre, que tu vas relancer. Et ça te prend un temps monstrueux. Et c'est un temps monstrueux où potentiellement, tu n'es pas concentré à comment est-ce que tu peux t'améliorer, comment est-ce que tu peux te former, comment est-ce que tu peux faire plus kiffer tes clients, quelle offre tu peux créer en plus. Donc en fait, moi, je préfère plus rien, tu vois. Je préfère rien gagner. Et même si un mec m'appelle pour 5 000 € et je vendais des paniers à 5 000 €, je préfère perdre 5 000 € d'un call client et d'éviter de perdre 1 heure, 2 heures par jour avec quelqu'un qui comprend rien à ce que je fais, plutôt que de gagner 5 000 € aujourd'hui, tu vois. Je me dis que les 5 000 €, je peux les gagner dans la journée avec des plus petits produits, en étant plus malin, en étant plus rapide que les autres. Donc, tu vois, ces dimensions-là, moi, en tout cas, dans mon expérience où je passais des heures et donc, en fait, générer des leads, c'est pas compliqué. En fait, avec le gros, j'avais 15-20 rendez-vous par jour. À un moment, je t'assure, j'enchaînais les calls toute la journée, j'en pouvais plus. Et en fait, je suis tombé sur un nombre de touristes, tu vois, où les gens venaient en mode ouais, Kevin, alors vas-y, explique-moi ce que tu fais. Et alors, du coup, moi, je passais pendant 1 heure à leur expliquer ce que je faisais, alors qu'en fait, bah non, tu vois. Et donc, en fait, juste les process, un truc tout con que je recommande aux gens qui nous écoutent si vous faites des calls commerciaux, mais vraiment qualifier les leads, quoi. Ça sert à rien d'avoir du volume, il vaut mieux avoir des gens qui soient prêts à payer. D'autant plus que moi, je passais avec le CPF. Donc, en fait, même le CPF, ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent les gens les plus chiants à closer parce que même s'ils payaient pas, ils faisaient un peu les stars, tu vois, en mode, Ouais, bah, bien sûr. 1300, 1500 € sur ta formation. Donc, je veux ci, je veux ça, je veux truc. Mais mec, en fait, ma formation, j'ai mis 10 ans à la créer, tu vois, et genre, bah ouais, tu payes pas, mais moi, derrière, j'ai besoin de rentabiliser, j'ai besoin de cash, tu vois, pour pouvoir continuer de vivre. Et donc, du coup, tu te rends compte vraiment de l'esprit humain, mais ça peut arriver dans tes clients, ça peut aussi avec les partenaires avec lesquels tu t'associes. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont venir te voir en mode, ouais, j'adore ce que tu fais, viens, on trouve des synergies business. Et en fait, tu vas commencer à travailler 2 mois, 3 mois avec un mec ou une nana d'ailleurs que tu connais pas, qui t'aura fait perdre un temps monstrueux, qui va t'abandonner à la fin parce que finalement elle a trouvé mieux ou parce qu'en fait le projet prend pas. Euh, donc il faut prendre des risques, mais il faut être assez rationnel sur les Mm. choses, tu vois, de ton Ce, business qui ce sont. genre de truc, là, là, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, on prend le risque. Ça fera du riche. C'est un peu comme les meufs. Si elle est trop facile à closer, tu sais qu'elle est pas exclusive. Ouais, Tu vois, j'abuse, hein. C'est forcément faux. Cassez pas les couilles. Mais en vrai, on peut imaginer que c'est vrai, tu vois. Ouais, mais je pense, en fait, toutes ces étapes-là, tu vois, on donne les conseils là, mais je pense que fondamentalement, toutes les personnes qui nous écoutent vont quand même faire les erreurs, tu vois, qu'on leur dit de pas faire. Et je pense que c'est important de les faire, justement. Parce que, en fait, faut manger de la merde pour comprendre qu'on veut plus en bouffer, tu vois. Il faut prendre des opportunités pour ensuite ne plus en prendre. En fait, c'est juste normal. C'est un cycle classique d'apprentissage, j'ai l'impression. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, genre, je prends et j'apprends énormément dans la souffrance. Et je ne peux pas apprendre autrement que dans la souffrance. C'est pour ça qu'on me dit souvent, oui, il faut lire des bouquins, il faut lire des trucs entrepreneurs et tout. Mais en fait, enfin, globalement, je sais qu'il faut que je me retrouve dans la merde pour prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que les paliers de chiffre d'affaires sont hyper importants à respecter. Donc oui, vous allez galérer à 5 000, 10 000 € par mois pendant plusieurs mois avant de comprendre comment faire 20 000. Et oui, vous allez galérer pendant plusieurs mois pour comprendre comment faire 50 000, etc., etc. Donc, l'accompagnement que tu fais, tu vois, c'est génial parce que du coup, tu leur mets vraiment un peu, tu vois, dans le nez dans la merde, en gros, tu vois, genre, bah, tu fais de la merde. Mais après, tu vois, il y a un truc aussi, j'ai remarqué dans le genre de discussion qu'on a, c'est que les gens sont d'accord avec toi, mais prennent pas les décisions derrière, tu vois. D'ailleurs, il y a une histoire que j'aime bien, assez inspirante, de celle de Michael Jordan, qui était allé voir son prof de lycée à l'époque. Et il lui avait dit, coach, je veux devenir le champion du monde
champion du monde de basket et tout. Du coup, dans les prochains mois après qu'il ait dit ça, le prof de basket commençait à lui mettre la misère, tu vois. Il lui faisait faire des pompes, il lui faisait nettoyer les chiottes, enfin bref, l'enfer. Et à un moment, Michael Jordan, il a pété un câble, il a dit, mais coach, je comprends pas, putain, je suis le meilleur de l'équipe, pourquoi vous me maltraitez comme ça, quoi? Moi, je vais partir, j'en peux plus. Et le coach lui a dit, Michael, je comprends pas, tu veux être le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur du lycée, tu vois. Et je pense que, en fait, t'es obligé de souffrir pour réussir, t'es obligé de faire des sacrifices pour réussir. Je pense que le succès est une succession de sacrifices que personne ne le voit vraiment, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que le coaching, je pense que pour vraiment faire un déclic dans la tête de quelqu'un, il faut le faire un peu le maltraiter, tu vois. Donc là, c'est pour ça que là, on a des discussions un peu comme ça qui nous paraissent évidentes pour nous. En fait, on se rend pas compte de l'horreur que c'est de passer et de perdre du temps avec potentiellement des clients qui te payent mal, avec lesquels t'as pas envie de bosser, et parce qu'en fait, tu es obligé de le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle et que tu te remets pas en question. Donc ça fait partie de la résilience, ça fait partie du chemin entrepreneurial, tu vois. Mais moi, je me rappelle des situations où j'étais en train de faire des calls avec des clients jusqu'à 20h du soir, pendant que mes amis allaient surfer à 15h, tu vois. Et en fait, moi, j'étais tout seul, il faisait 30 degrés dehors, et je me rappelle, j'étais en Espagne à ce moment-là. Et en fait, tu as une espèce de boule au ventre quand tu as raccroché, que tu as fini tous tes calls, que tu es épuisé d'avoir essayé de convaincre à essayer de convaincre des gens. Et c'est un choix de vie, tu vois. Et je pense que de toute façon, il y a des gens qui sont faits pour dépasser ces paliers-là et dépasser même les 10 000, 5 000, 10 000, 20 000. Il faut savoir aussi que plus tu as de thunes, plus tu as de problèmes, tu vois. Et ça fonctionne pas de manière linéaire. Hein. Les courbes ne se suivent pas. Hein. La thune augmente, les problèmes augmentent plus vite que la thune. Ouais. Voilà, c'est vraiment important de. Merde là, tu peux même pas t'imaginer à gérer, surtout sur tout ce qui est support, admin et tout. Enfin, c'est des trucs auxquels j'étais pas du tout confronté. Mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les gens te disent oui, je gagne 100 000 euros par mois, ben vas-y, assume les emmerdes qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. En vrai, un mec comme Elon Musk ou des mecs qui sont plutôt multimilliardaires, c'est des mecs qui assument les emmerdes de tout le monde et en fait, il faut être à l'aise avec ça ou non. Et c'est pour ça qu'en fait, le niveau de croissance que vous devez choisir, moi je suis dans le soloprenariat, donc je n'ai pas de salarié, et pourtant j'arrive à faire des CA, tu vois, de boîtes de 10 personnes, mais derrière, faut bien avoir conscience que plus je vais grossir, plus je vais avoir des emmerdes, plus ça va être compliqué. Et en fait, c'est jusqu'où tu veux mettre ta barrière à toi. Tu vois, tu peux très bien t'arrêter et gagner 20 000 euros par mois max sans avoir d'emmerdes et être tranquille tout le reste de ta vie à bosser comme ça. C'est ça. Et je pense que l'erreur, elle est de croire que quand on a de l'oseille, on peut déléguer les emmerdes. Je pense pas. Parce que quand ta baraque, elle prend feu, même si tu sais que les pompiers vont faire le job et que toi, en plus, tu es incapable de le faire, tu te brûles les doigts quand tu sors des frites du four. Donc, tu vas pas sauver ta baraque. Il y a des mecs qui sont formés pour le faire, des braves types qui vont le faire. Mais pendant que ta maison elle brûle, tu vas pas boire des cafés, quoi. Tu regardes quand même les pompiers en train d'éteindre ta maison, quoi. Et donc, je pense qu'Elon Musk, il a quand même une charge mentale qui est incroyable. Pourtant, il a potentiellement les meilleurs salariés au monde. Ouais, bah ça c'est tout l'enjeu moi dans lequel je commence à rencontrer où je parle avec des gens qui sont avancés plus avancés que moi dans le business où ils ont réussi à déléguer machin construire vraiment trouver des players, on appelle ça comme ça, des gens qui vont vraiment venir te remplacer et avoir un effet de levier, tu vois, sur ton business de dingue, quoi, un co-founder finalement qui va te remplacer et qui va déléguer le maximum de ton boulot. J'ai pas encore expérimenté le truc, donc je suis vraiment dans la phase, je vais essayer de trouver. En revanche, j'ai la chance d'avoir une audience avec des gens, tu vois, qui aiment bien ce que je fais, qui aiment bien travailler avec moi et tout. Donc je me dis, bah en fait, ça peut être marrant de bosser avec quelqu'un avec qui, tu vois, qui a l'habitude de voir tes contenus, qui a l'habitude de bosser avec toi. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir créé du contenu, c'est aussi de recruter des gens qui sont chauds, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Je voulais te parler d'un truc, c'est le côté recette magique. Très souvent, je remarque que quand je prends un call, quand j'ai un nouveau client, ce qui vient chercher chez moi, c'est la recette magique. Est-ce que toi, tu le ressens, ça aussi? Est-ce que tu sens un petit peu ce truc où on vient voir le sorcier qui a réponse à tout et qui va débugger le business en quelques mots? Ou est-ce qu'au contraire, non, tu sais bien éduquer préalablement? Ouais, mais totalement, c'est même très fatigant et c'est l'une des raisons pour lesquelles je bosse plus avec les entreprises, par exemple. Je bosse beaucoup avec les entrepreneurs et les solopreneurs qui ont une vision, en fait, du business et de la manière qu'ils ont de faire du cash beaucoup plus rationnelle que des entreprises. Tu vois, quand tu es salarié, tu sais pas faire de cash, en fait. Tu sais aller travailler avec du marketing, travailler avec des équipes et tout, ce qui est très bien, hein. Moi, c'est pas du tout mon métier. Mais ouais, le coup de la formule magique, je le repars très souvent et je le remarque très souvent. Et c'est d'ailleurs lié à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, les gens pensent trop arriver, foutre un petit coup de baguette magique sans souffrir et du coup se barrer.
Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et, et, et je pense que c'est humain en fait de vouloir prendre des raccourcis. Mais ça dépend pas uniquement. S'il y avait une formule magique pour entreprendre, je pense qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps, parce que tous les modèles sont différents, tout l'état d'esprit est différent. Pour moi, quand tu fais du coaching, c'est 90% de psychologie, en fait. Je pense que la baguette magique, elle est plus dans ta tête que dans le marché. Moi, j'arrive à trouver un peu le moyen aujourd'hui de me dire que, bah, ok, maintenant j'ai compris comment faire du business, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi et comment. Mais en revanche, je sais que je suis beaucoup moins en panique qu'avant à me dire, putain, je suis à la recherche du CA, je suis à la recherche du CA. Aujourd'hui, je me dis vraiment, ok, bon, maintenant j'ai compris un truc et c'est que dans la tête. Tu vois, ce que je disais sur les 10 000 euros que j'ai fait la semaine dernière, enfin le week-end dernier, en fait, tu vois, go, en fait, je sais comment c'est, je réfléchis pas, je fais et en fait, c'est des mécanismes très, très, très banals, j'ai envie de dire parce qu'en fait, on complexifie énormément l'entrepreneuriat. Je pense que c'est partout dans le monde. Tout le monde admire les gens entrepreneurs et tout, mais en fait, c'est pas du tout des gens plus intelligents. C'est juste des gens qui réfléchissent pas, au contraire, tu vois, qui ont une idée et qui la font et en fait et qui testent. Je pense qu'il y a rien, il y a aucune pression à se mettre, mais en fait, t'es pas éduqué dans ce mindset-là, quoi. Je pense que ça vient au-delà, ça vient vraiment de l'éducation que tu as reçue de tes parents, l'éducation que tu as reçue de l'école. Ouais, l'école, on te donne à becquer en fait, hein, on te donne la becquer. Donc c'est clair. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment, et ça c'est la formule magique entre guillemets que je te donnerais sur les personnes que j'ai coachées ou que j'ai accompagnées, ou même mes amis. Tu vois, bizarrement, tous mes amis sont devenus, ils font des résultats à 6 chiffres par an. Tu vois, genre tous autour de moi. Tu vois, moi j'étais le premier et comme par hasard, ils ont commencé à faire beaucoup de cash quand j'ai commencé à en faire. Et c'est pas un hasard en fait. Quand tu commences à être proche de quelqu'un qui commence à comprendre des choses, tu arrives à lire entre les lignes et à repérer les choses qui sont importantes pour toi et en fait à aspirer et te mettre en mode éponge et en prendre plein la gueule, tu vois, jusqu'à ce que ça marche. Et je pense que la baguette magique, c'est l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Et ça d'ailleurs, c'est le truc que tu fais donc avec tes masterclass. Mais c'est aussi le truc que je fais moi avec mes formations où j'ai aussi ajouté, tu vois, une communauté dans laquelle tu peux rejoindre des gens, parler, discuter, s'entraider, faire du business aussi parfois. Euh, et, et ça, c'est le truc pour moi qui fait vraiment la différence. Moi, j'ai eu la chance de vivre à The Family, tu vois. Ah ouais, cool. Ok. J'étais en fait tout le temps avec des entrepreneurs à The Family. Et, euh, et c'est difficile en fait quand t'es pas dans ce qu'on disait au début du truc, c'est difficile quand t'es pas de Paris, quand même t'es pas à Ouais. Station F, quand t'es pas machin et tout, de venir rencontrer des gens en vrai, quand t'es même dans une cité, tu vois, avec des mecs qui vendent du shit en bas de chez toi, en fait, comment tu vas te dire que tu vas aller entreprendre, quoi. Et je pense que au final, aujourd'hui, comme on vient de le voir, bah, je vous donne des drop names, tu vois, mais t'as Lame Stage en ce moment avec Guillaume Boubèche qui est en train de faire plein d'événements comme ça. Vous allez sur LinkedIn, vous essayez de regarder un petit peu les créateurs qui fonctionnent, vous allez sur des forums, vous essayez de suivre, vous allez rencontrer des gens. Et en fait, ça te change tout. En fait, je pense que, et c'est ce que je dis assez souvent, je pense que tout le monde est capable de faire 10 000 euros par mois. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui n'est pas capable de le faire. La seule chose qui se passe, c'est dans la tête, en fait. Et il y a des gens qui ont qui sont faits pour ça, qui en réussissent plus rapidement que d'autres. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus de se planter. Il faut pas se comparer, tu vois, non plus aux gens qui réussissent plus rapidement que toi, parce que comme je te dis, tout le monde est clair, unique. Et en fait, le mec, il peut peut-être réussir plus rapidement que toi, mais toi, à partir du moment où tu auras compris un truc, tu vas le dépasser comme ça en mode grosse flèche, tu C'est vois. ça, exactement. Et Et là, il y a une nana, d'ailleurs, Tasnim, je te salue. Je sais que elle écoute tous les podcasts. Elle doit avoir 17 ans maintenant. Vraiment une gamine quoi, qui se lance dans le business, mais avec une maturité. Je me permets de dire gamine parce qu'en fait, elle a une maturité qui dépasse tous les autres membres du groupe. Et elle veut monter un business. Et par quoi elle commence? Par faire un podcast. Et je trouve ça absolument génial. Parce qu'en fait, elle va aller parler à d'autres gens qui ont plus d'expérience qu'elle. C'est un super alibi pour aller rencontrer des gens brillants. Parce que bah du coup, tu vas pas en demandant un call, tu vas pas en disant voilà j'ai besoin d'aide. Tu vas juste bien, on parle de ton expertise et je le diffuse. Je te donne de la visibilité, je te donne de l'occasion de parler, etc. Et en fait, c'est absolument génial. Quand à ce niveau quand tu comprends le truc, je pense que ce que ces gens-là vont lui apporter, c'est juste lui dire voilà,
là, fais attention parce que c'est comme en voiture, tu vois. Ce virage, il est un peu serré, il faut que tu ralentisses un petit peu plus tôt. Et là-dessus, là, tu peux y aller plein fer parce que, voilà, et fais gaffe parce que tes concurrents, ils vont accélérer à cet endroit-là. Et quand ils te doubleront par tel truc, etc. C'est pas lui dire exactement comment il faut faire, mais plutôt les pièges à éviter. Et en fait, je trouve génial la démarche. Et notre boulot, d'ailleurs, c'est un peu ce rôle de copilote et non pas de pilote, tu vois. Les gens, quand ils nous prennent pour des sauveurs ou des sorciers, qu'on va débugger leur business en lançant je sais pas quelle créative ou quel ad set sur Facebook Ad, je pense que c'est la connerie, c'est eux qui pilotent et nous on dit juste attention, le virage il est serré, là il faut accélérer, là il y a un saut, et c'est notre rôle. Si on inverse ces deux trucs, d'ailleurs ce serait intéressant d'avoir une illustration comme ça à publier, je pense que ça marcherait bien sur LinkedIn ça. Ouais, de ouf. Mais on est copilote, on n'est pas pilote quoi. Quand on fait du mentorat, du consulting. Après, c'est ce que je disais sur l'écoute de l'autre. Moi, j'ai changé des business en une phrase, tu vois. Et j'ai lancé des business aussi en une phrase. Des gens ont lancé des business en une phrase, des gens ont lancé des business en une vidéo de YouTube de 3 minutes. Et en fait, c'est plus ta capacité à écouter et ta capacité à te dire, ok, bon bah lui il sait, moi je sais pas, je teste, tu vois. Et encore une fois, ça marche pas, tu changes en fait. Vraiment, Ouais, c'est ça. tout se change. Tu t'habilles pas tous les jours de la même manière en fait. Donc, Alors moi oui en l'occurrence, mais c'est un cas particulier, donc c'est pas le bon exemple. non, mais tu laves tes fringues, donc pareil, tu Oui, vois. ça ouais, oui, ça oui. Ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Si, parfois, tu portes 10 fois par jour. Non, mais en vrai, à un moment, tes fringues, ils puent, quoi. Genre, va les laver, essaie de remettre les pendules à l'heure, quoi. Non, Les mais gens, ils vont pas le c'est très faire. cool. Tu parlais tout à l'heure justement de ta clientèle. Ils ressemblent à quoi? Ils font quoi? T'es dans quel... Il y a des points communs entre eux? Euh, les points communs, c'est que c'est souvent des personnes à la recherche de beaucoup de liberté. La deuxième chose, c'est que c'est souvent des gens qui sont assez flemmards. Ok. Sinon, moi, je suis fondamentalement extrêmement flemmard, sinon j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Et ce sont des gens qui réfléchissent souvent et qui est assez horrible d'ailleurs, avec une recherche constante de la performance, tu vois. Hmm. Genre, il y a toujours quelque chose à faire mieux, il y a toujours de manières différentes de créer, et ils remettent tout en question. Souvent des gens qui sont hors système, tu vois, qui se reconnaissent pas dans l'école, par exemple, qui n'ont jamais été très très bons à l'école, ou du moins pas dans les clous de l'école. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai jamais été dans ces clous-là, et du coup, moi, bah, tu vois, une formule mathématique, j'étais bon en maths, j'arrivais à trouver des manières différentes de résoudre des équations, et en fait, parfois, c'était pas possible, tu vois. Et ça, c'est des trucs pareil, même dans la philosophie, des manières différentes de réfléchir et tout, où en fait, c'était pas la bonne personne et tout. Et ça m'a toujours saoulé. Et donc, je pense que les personnes qui font ma formation sont à la recherche de ça, tu vois, une recherche de manières différentes de réfléchir. C'est pour ça que je dis contourner les systèmes, parce qu'en fait, en soi, les gens qui viennent faire ma formation ont déjà pris le choix de changer, de sortir du Hmm. système, tu vois. Où en fait, ils se disent, ok, bon, voilà, ce mec, il raconte pas que des conneries, il a réussi à faire ça, 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 ça. S'il a réussi, je peux y arriver aussi, tu vois. Hmm. Là où ça va vraiment faire la différence, ça va être les personnes qui assimilent plus rapidement que d'autres. Mais c'est comme pour tout, tu vois. Les gens qui sont dans le top 1, top 1%, c'est des éponges, quoi. Tu leur parles. Moi, je me rappelle d'une expérience où j'avais parlé avec quelqu'un, justement, un ancien associé avec qui ça s'était pas très bien passé, mais aujourd'hui qui est très connu sur LinkedIn et sur les réseaux. Euh, et du coup, je me rappelle, je pitchais mes formations au téléphone. Et je me rappelle la minute d'après, le mec répétait exactement mot pour mot la phrase que j'avais dite, quoi. Donc ça, c'est ouf, tu vois, de te dire qu'en fait, la personne n'a même pas besoin enfin, juste écoute et reproduit ce que tu fais. Et elle, Ouais. tu vois, et elle voit. En fait, ça m'avait surpris parce que je me dis foutu de sa gueule parce qu'il dit, putain, vas-y, tu me copies et tout. En fait, je trouvais ça brillant d'un côté parce que je me dis, mais le mec, il a écouté, il a trouvé l'idée smart, ok, il l'a testé, il voit si ça marche. Hmm. Et c'est ça, en fait. C'est le meilleur moyen de tester, c'est de faire, quoi. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire aujourd'hui, mais tout en ayant en tête le degré business. Tu vois. En fait, on n'est pas ici pour. Oui, on est ici en mission, mais on est aussi ici pour vivre. Tu vois. On va pas entreprendre parce que on veut sauver le monde ou quoi. Tu vois. On va d'abord entreprendre parce que le business, c'est le sang de ton corps, c'est le poumon, c'est même l'air de ton corps du corps de ton business et qu'en fait sans air bah tu peux pas vivre quoi. Donc Exactement. et je pense que les gens ont souvent peur de vendre. Ça arrive aussi extrêmement souvent, tu vois. Moi je suis quelqu'un et c'est ce que je dis souvent par exemple sur ce hack de vente.
Je pense que moi, ma zone de génie, c'est celle-là aujourd'hui, c'est de réussir à vendre sur 3 mots, tu vois, 3 phrases. Parce que je travaille à The Family et que je connais bien le storytelling et tout. Mais ce que j'ai donné comme exemple, bon, je sais pas ce que tu en penses, l'exemple, je l'ai trouvé comme ça, mais je trouvais ça assez drôle. Vas-y, vas-y. La majorité du temps, les gens, quand ils achètent quelque chose en ligne, c'est un peu comme quand tu sautes en parachute. Ok. Donc, comment ça se passe quand tu sautes en parachute? Ce que les gens, ce qu'ils font aujourd'hui, bah, ils vont prendre une voiture, ils vont sur le tarmac, ils prennent un avion, ils décollent, et une fois qu'ils sont dans l'avion, ils doivent prendre la décision de sauter ou non, tu vois. Et en fait, le temps de d'amener ou le temps quand tu es dans la voiture en direction du tarmac, bah, tu penses, en fait, tu réfléchis, tu te dis putain, est-ce que mon parachute va s'ouvrir, est-ce que ça va marcher? Le quand tu es dans l'avion, bah, tu réfléchis aussi, tu te dis putain, j'ai peur, c'est stressant, putain, c'est de plus en plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'air, il y a du vent, comment est-ce que les gens sont autour de toi et tout. Enfin bref, tu stresses. Et du coup, la décision de sauter à ce moment-là, elle est beaucoup moins importante. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, tu as beaucoup plus stressé en fait. Tu vois, tu as beaucoup plus réfléchi à l'achat. Mhm. Et en fait, moi, aujourd'hui, je pense ma zone de génie, en tout cas dans la vente, c'est de faire jumper directement la personne devant le saut, tu vois, et de dire, vas-y, tu sautes ou tu sautes pas. T'as pas d'autre décision à prendre. Ouais. T'as pas le temps de réfléchir, juste tu sautes et tu vois ce qui se passe après, quoi. Voilà. Mhm. Et je pense que les gens préfèrent prendre des décisions, tu vois, euh, en fait, Instinctive. c'est stressant d'acheter quelque chose, tu vois. Ouais. Tu vas très rapidement tout questionner, tu vois. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va être bien pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Et en fait, si tu es en mode trop pas assez pas assez persuasif, si t'arrives pas à mettre la personne suffisamment en confiance, en mode bah voilà, t'es derrière, tu rassures la personne, on va sauter ensemble, t'inquiète pas, je suis là pour sauter avec toi et tout. euh, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que les gens ont un peu de mal à le faire aujourd'hui en ligne. Tu vois, ils ont du mal à faire venir directement quelqu'un vers le saut, tu vois, pour sauter. Mhm. Oui, ouais, je vois, ça piétine un peu devant l'obstacle, en fait. Ouais. C'est, ouais, Faut clairement. laisser réfléchir la personne en fait, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que le always be closing, mais qui est mal foutu dans la vente, mais c'est plus tu laisses réfléchir un client, plus il va tout remettre en question, quoi. Mais c'est comme pour tout, toutes les peurs de votre vie que vous intellectualisez trop, elles deviennent 10 fois plus difficiles à surmonter, tu vois. Genre, Mhm. le saut en parachute, je le prends en exemple, mais c'est pareil, quand moi, la première fois, j'ai pitché devant 300 personnes, j'ai intellectualisé le truc sur tout le métro, j'étais en train de trembler, j'étais au bout de ma vie, et je me suis dit plus jamais, tu vois. La Ouais. dernière fois que j'ai pitché devant 400 personnes, j'étais arrivé en mode comme si c'était, tu vois, un truc Mhm. tranquille, tu vois. Je me Ouais. dis, ouais, tournez pas du tout la tête. Donc cet aspect psychologique, il est hyper important à assimiler dans la vente en ligne. Et toi, quand tu vends, bah non, donc t'es plutôt, tu cherches une vente intuitive, rapide, mais quand t'achètes, tu réagis comment, toi? Moi, quand j'achète, en fait, c'est souvent des trucs problématiques que j'ai, tu vois. Ok, J'achète jamais quelque chose. d'émotion, seule émotion. Ouais, je suis très genre, c'est-à-dire que j'adore quand on me propose, quand je suis ravi d'acheter quelque chose où j'avais le problème de l'avoir, tu vois. Genre, par exemple, je cherchais des fringues, à un moment, on m'a proposé des fringues que j'aime bien, je les kiffe trop, je les ai achetées, je suis hyper content, tu vois. On me proposait une gourde aussi à un moment sur Internet, et je cherchais une gourde, bah, je suis hyper content d'avoir acheté cette gourde, tu vois. Donc c'est toujours problème-solution, tu vois. Mhm. Dans le business, c'est partout pareil. Au final, les gens essaient toujours d'essayer de monter des projets hyper compliqués, des trucs hyper sophistiqués, mais au final, quand tu arrives à trouver un... En fait, moi, tu as 5 steps de l'achat, 5 steps du business, comment est-ce que tu montes un Mhm. business. Première étape, c'est qu'en fait, tu as des clients qui ont des problèmes. Nous deux, on a des problèmes dans la vie de quotidien, tu vois. Et là, je suis convaincu d'un truc, c'est que toi, tu vois, et je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais toi, tu me parles pendant 10 minutes, moi, je te parle pendant 10 minutes, on va réussir à trouver au moins 5 problèmes que ça, tu C'est vois, clair. Mhm. très rapidement. Et du coup, là, bah, moi, maintenant que je suis là, la deuxième étape, c'est de te dire, OK, bon, bah, moi, j'ai la solution, tu vois. La solution, c'est celle-là. Alors, bien entendu, il faut que ce soit une solution qui soit difficile de refuser, tu vois, en général. Oui. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à faire un peu de marketing, d'essayer de montrer un peu Mhm. ce que tu vaux, etc. Mais bon, dans l'idée, voilà, tu sous-prices un petit peu ton prix parce que tu sais que tu vas faire de la communication, tu essaies de trouver des arrangements, etc. Mais dans tous les cas, tu vas être gagnant parce que tu vas avoir un client, quoi.
La troisième étape, et c'est là qu'en général les gens s'arrêtent, c'est bah, tu as aidé à accomplir les résultats de ton client, donc tu l'as aidé, tu lui as enlevé une épine du pied. Et donc c'est très bien, hein, il y a des business qui fonctionnent très bien comme ça, mais là où tu vas faire la différence, c'est d'aller à l'étape numéro 4, où l'étape numéro 4, c'est de te dire, OK, bah maintenant je vais t'aider à... T'as dépassé tes objectifs, je te les fais exploser tes objectifs. Gratuitement, tu vois. Enfin, avec le même service, en fait, j'ai tellement optimisé mon parcours, etc., que, waouh, explosion de saveur, quoi. T'es hyper content. Moi, c'est ce que je fais dans ma formation, tu vois. T'as ma formation, mais t'as une communauté qui est gratuite. T'as un groupe d'échange de commentaires et de likes sur un groupe de discussion. Je permets aussi à des clients de recevoir, d'envoyer des offres pour recruter mes clients, mes élèves, pour faire des Oui. prestations de services. Là, je vais faire de l'affiliation demain, tu vois, donc j'aurais aidé à gagner de l'argent en automatique aussi sur mon business. Donc en fait, moi, tu vois, ils sont hyper contents. Ils ont dépensé 500 euros et ils ont tout ça en même temps. Ils sont là. Ouais, bien sûr. Et enfin, la cinquième étape, c'est de te dire, OK, bon, bah, maintenant, tu as résolu tes problèmes et tu les as dépassés. Voilà l'objectif que j'ai repéré, que je peux t'aider aujourd'hui à. Ouais. Et du coup, T'amènes l'opportunité, ouais. Ok. En fait, tu fais du coup, moi, dans mon cas, ça peut être une nouvelle formation, tu vois, donc ChatGPT, par exemple, que j'ai sorti récemment. Dans un cas, par exemple, de produits esthétiques, ça peut être faire une nouvelle gamme de produits, tu vois. Donc, en fait, t'étends ton marché, t'augmentes la largeur de ton marché, t'augmentes la largeur de ton offre. Et en fait, t'augmentes le panier moyen aussi de ton client, tu vois, quand tu fais du consulting, du coaching, etc., t'augmentes globalement la portée de ton offre. En fait, tu suis juste ces étapes-là du business. C'est bon, t'as un business. Ouais, c'est clair, de ouf. Ouais, c'est très clair. C'est pas compliqué, genre. Et moi, je pense que, tu vois, genre, vraiment, t'appelles trois, quatre tes potes qui sont entrepreneurs ou qui le sont pas, hein, d'ailleurs. Tu leur poses des questions, tu te dis. Après, il faut un peu l'intelligence business, tu vois, je pense. C'est ça aussi que le gros t'amène, l'entrepreneuriat ou l'expérience t'amène, tu vois. Mais si tu l'as pas, tu peux essayer de parler avec un pote, tu vois, ou tu lui dis, voilà, écoute le truc avec moi et essaye de me dire ce que tu peux repérer comme problème. C'est vrai que les gens, en général, arrivent pas trop à savoir les problèmes. Moi, ce que je dis, tu vois, ce que j'enseigne, par exemple, dans ma formation, c'est qu'en mode, je te montre des techniques que moi j'ai utilisées qui m'ont amené tel résultat. Euh, déjà, avec les techniques que je montre dans ma formation, tu peux potentiellement aller voir quelqu'un ou un entrepreneur comme toi, par exemple, je te dis, vas-y, en fait, je vois que tu fais aucun webinar. Putain, moi, je connais une technique de webinar qui a permis de faire 30 000 euros dans un week-end. T'es chaud, je l'organise pour toi et je prends 10-15% de com. Tu vois. Je m'occupe de toute la strat. Aversion à la perte. Biais d'aversion à la perte, c'est très efficace, bien sûr. Là, t'as rien. Donc, vas-y, je m'en occupe de A à Z. Moi, je bosse H24 sur ça. T'inquiète, je fais les invitations, je fais les emails, je fais tout pour toi et je prends juste une commission, quoi. Et ça, c'est des secrets marketing que tu peux revendre qui sont assez faciles à faire, quoi. Ouais, bien sûr. T'as juste à gagner de l'argent. Assieds-toi si tu as gagné de l'argent. C'est ça. Mais tu sais que là, tu précèdes tu précèdes ma question. Il fallait qu'on parle d'affiliation parce que du coup, tu mets en place ça. On en parlait un petit peu en off et as un démarrage de promo presque d'affiliés qui démarre demain. T'as un événement affilié. Et du coup, tu me disais, nous, notre business marche beaucoup sur l'affiliation. Justement, le fait d'être un outil et de ne rien coûter à mon client, c'est ce qui fait en fait que en fait notre affiliation elle fonctionne. C'est que notre client, en gros, nos affiliés. D'ailleurs, j'ai dit client, ce lapsus. Parce que c'est vrai qu'au final, si mon boulot c'est de recruter des affiliés, c'est les affiliés mes clients. Mais bon, mes affiliés, ils vont vendre du e-commerce, ils vont vendre du consulting, ils vont vendre des accompagnements pour pour faire du SMMA, de ce genre de trucs-là. Et en fait, moi, j'aurais dit, le point commun de tous ces gens-là que vous allez former, c'est qu'ils sont entrepreneurs. Donc, en fait, confiez-nous la partie structuration d'entreprise et vous, occupez-vous de la partie métier. Et en fait, là-dessus, on ne ruine pas leur total addressable market. C'est-à-dire, quand ils achètent chez nous, vu qu'ils achètent avec du CPF, en fait, ils ruinent pas leur budget formation n'est pas entamé, leur budget pécunier n'est pas entamé sur l'année. Donc, en fait, c'est un no-brainer pour eux. On reverse une grosse partie de notre chiffre d'affaires, vraiment la plus grosse. En fait, c'est un outil, on stack en plus. Donc, si on active de l'aversion à la perte chez nos clients, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, tu fais pas de webinaire aujourd'hui, tu t'assois très certainement sur 20 000 balles de chiffre d'affaires de plus par mois ou 50 ou 100, peu importe l'opportunité. D'ailleurs, ce matin, j'en parlais, j'avais un consulting où je disais exactement la même chose à un de mes clients. En fait, c'est no-brainer parce que si la personne n'a que y gagner, c'est top. Par contre, arriver à avoir le même effet psychologique sans adresser l'aversion à la perte, ça c'est plus compliqué. Ouais. Ça c'est du marketing, quoi. Mais moi de toute façon, je pense que toutes les boîtes aujourd'hui qu'on connaît, ne serait-ce que Airbnb, machin, enfin même Uber, tu vois. Je
pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Uber, c'est devenu hors de prix. Genre, c'est Mm. vraiment du foutage de gueule. À l'époque, on avait des petits bonbons, des machins. Ouais, et le service s'est dégradé, ouais, de ouf. Et c'est pour ça qu'en fait, tu prends quand même l'Uber, quoi. Tu t'en fous. Mais en fait, Mm. tu vois, à partir du moment où t'es leader, bah, ça y est, tu surfes la vague et t'en as plus rien à foutre. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu vois, genre de suivre ce funnel-là, en fait, les gens avaient problème, ils l'ont résolu extrêmement bien. Ils ont allé plus loin en menant des bonbons, faire des promotions, des machins. Et là, maintenant, en fait, ils sont tellement leaders c'est comme ça que tu deviens un leader, en fait. C'est d'essayer d'être, de faire, en fait, de travailler sur la promesse que tu fais à tes clients. Tu vois. Mm. Euh, Ça, c'est vraiment le truc fondamental, c'est de pas travailler pour son produit, c'est travailler pour ses clients avec son produit, tu vois. Exactement. Et ça, c'est un truc, en fait, qui est, mais basique de sens, en fait. Tu vas pas vendre un truc dont lequel t'es pas fier, et dans lequel t'es pas sûr à 100% que t'as des gens qui ont déjà testé ton produit et tout. Ouais. C'est ce que je disais, en fait, si tu veux devenir leader, ok, bah, en fait, mec, tu rends ta formation gratuite, et en fait, ton seul objectif, c'est que t'es payé en testimonials, tu vois. T'es payé en retour de clients. Et en fait, vas-y, teste. Et en fait, si tu l'as rendu gratuit, et qu'en fait, les gens t'as 4 sur 5 d'étoiles, bah, en fait, vends pas ton produit, ça sert à rien, parce que tu vas te faire défoncer. Mais c'est un très bon hack, hein. En fait, les gens Ouais. essaient de faire de l'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu vois, sur leur truc. Mais en fait, tous les Ouais, il faut bâtir. sont en bêta, voilà. Tu pars avec Mm. une base, quoi. Moi, c'est le truc que j'ai fait mal, par exemple. J'aurais dû rendre. J'allais te poser la question justement, comment tu t'es organisé toi pour sortir ton produit? Moi, mon produit, je l'ai lancé. J'ai tout de suite voulu faire du cash parce que je voulais très rapidement valider que les gens étaient prêts à payer pour ça. Après, j'ai Ouais. passé à The Family où je faisais à peu près la même chose, donc je savais, j'avais déjà une bonne expérience, tu vois. J'avais déjà mon market fit qui était validé, je voyais les demandes dans lesquelles qui recevaient, je voyais l'attraction, je voyais les types de personas qu'il y avait. J'avais déjà bossé en fait dans cette industrie, donc finalement j'avais eu de la chance de repartir sur ça. Moi, j'ai pas eu besoin de crédibilité non plus parce que je venais de The Family. Aussi pareil, donc les gens me connaissaient. Tu vois, tu disais The Family à l'époque, c'était en mode, waouh, Ouais. vas-y, j'achète. Donc, j'avais pas besoin de crédibilité non plus. Moi, je suis parti avec des armes. Et d'ailleurs, les armes, je parle très souvent de ça. Ça s'appelle l'unfair advantage, tu vois. C'est une théorie qui a été décrite depuis des années d'ailleurs, mais qu'en fait, très peu de personnes imaginent. Et d'ailleurs, moi, je le vois tout le temps maintenant dans le business. En fait, il n'y a aucun business qui réussit sans chance. En fait, chance, c'est l'avantage injuste que tu as par Ouais, rapport. bien sûr. Ouais. Ça peut être une compétence, ça peut être un voisin, ça peut être un colocataire, ça peut être un parent, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe Mm. quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu aies les avantages par rapport à n'importe qui se lance? Et comment est-ce que tu peux détruire un marché par rapport à ça? Mm. Moi, les business que j'ai monté des business de tourisme. J'y connaissais rien du tout en tourisme. Et je me suis tapé les dents sur ce truc-là, tu vois. Genre, personne ne me faisait confiance, j'avais aucune crédibilité. J'ai essayé de faire des trucs un peu à droite à gauche, j'y connaissais rien. J'avais des marchés qui étaient énormes et tout. Et, euh, et du coup, l'objectif quand tu te lances, c'est moi le truc que je dirais souvent, c'est de te dire, ok, quelle est la compétence que j'ai, que personne d'autre n'a, Mm. ou sait faire mieux que moi. Quelle est la chose la deuxième chose, c'est quelle est la chose que je suis prêt à faire dans les 2, 3 prochaines années. Et la troisième et la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que autour de toi, comment est-ce que tu peux faire jongler ta vie, comment est-ce que tu peux aussi continuer après que tu aies lancé ton projet pour essayer Ouais, de c'est ça. trouver d'autres ressources, etc. Mais Mm. aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que tu vas réussir plus rapidement que les autres? Et moi, ça a été la crédibilité que j'avais à The Family, ça a été, tu vois, l'apprentissage Ouais. que j'avais sur le marché, etc. Les compétences aussi que j'avais. C'est pour ça que je dis que parfois la formation que je propose, c'est aussi un unfair advantage, parce que, en fait, un unfair advantage, c'est quelque chose qui est difficilement copiable par la concurrence. Tu vois. Et Ouais, c'est ton edge, ta barrière à l'entrée, en fait, c'est un peu tout. C'est un peu ouais, c'est ce qui va te permettre d'être évident, j'ai l'impression. ouais, bon, ouais, évident, tu vas te battre pour être évident. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ce qui va te permettre d'être, parce que tu vois, par exemple, je pense à un entrepreneur, euh, lui, c'était un unfair advantage qui était assez drôle parce que moi, tu vois, je faisais des vidéos YouTube et tout. Et lui, en fait, son coloc était vidéaste, tu vois. Donc, il avait tout le matos Ouais. vidéaste de toute sa. Je sais de qui tu parles. Voilà. Et là, Théo Lyon, pour ceux qui veulent le suivre, le fondateur de Kudak. Et genre, ça m'a fait marrer de voir cet unfair advantage, tu vois, de se dire, en fait, tu commences à faire des vidéos YouTube avec de la high quality parce que tu empruntes la vidéo de ton coloc, tu vois. Et en fait, ouais, Mm. ça a joué sûrement dans la croissance de sa Bien boîte. sûr. Ça lui a fait économiser de la thune et tout. Je pense aussi au fondateur de
de Conto, hein, qui est un très bon entrepreneur, mais dont le père a travaillé dans les banques aussi, Mm. qui lui a permis d'avoir des connexions. Et je trouve que c'est fine, en fait. Franchement, Bah, bien sûr. il n'y a aucun souci à céder de son réseau, céder de ses connaissances. Je suis le premier à le faire, tout le monde le fait. Il n'y a pas de. En fait, il faut vraiment se dire un truc, c'est qu'il n'y a pas d'éthique dans le business, hein. Enfin, Mm. dans le degré que vous voulez, essayez de pas tuer la planète, s'il vous plaît. Essayez de pas tuer les Mm. gens non plus. Mais en tout cas, dans le business, enfin, personne va t'attendre, tu vois. En vrai, par exemple, j'ai un ami qui veut se faire recruter là. Non, mais c'est pas le beau jeu qui compte hein, dans le business. Hein. C'est pas le beau jeu, hein, c'est les points. Non, c'est ça. C'est clairement ça. Mais Et si c'est une guerre, premier truc que tu fais l'inventaire de tes ressources pour savoir quelle bataille tu peux jouer ou pas. ah ouais. Donc pourquoi on le fait pas dans le business? Hmm. Tu vois? Enfin, on le fait, nous on le fait, mais pourquoi il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire? Ouais. Donc voilà. Pardon, et je t'ai coupé, du coup, t'as une anecdote sur un ami, pardon. Non, mais une anecdote, c'est un ami, par exemple, qui veut même se faire recruter, tu vois, où je lui ai dit, bah, t'as pas de réponse, appelle-les, voilà, voilà leur numéro de téléphone. Et il m'a dit, non, mais j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Je fais, Hmm. ah, je sais pas quoi te dire. Dans ce cas, Ouais, non, c'est clair. en fait, saisis tes opportunités, tu vois, genre, t'as rien à perdre. Il y avait d'ailleurs Steve Jobs qui avait fait ça. Je crois qu'il avait appelé Google quand il avait 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, pour faire un stage de fin d'été chez eux. Il avait appelé le patron de Google au téléphone pour lui demander un stage. Il a été pris en stage chez Google et ça a dû changer toute la manière qu'il avait de voir la vie, tu vois, de rencontrer des gens comme Ouais. ça. Donc, pour ça Non, que, mais c'est clair. Mais tu vois, dans l'incubateur, on a un module qui explique que, en fait, au départ, tu dois faire l'inventaire de tes ressources. Si jamais t'as pas la ressource pour construire ce dont tu as besoin, bah, tu dois essayer de l'acheter. Et si jamais tu n'arrives pas à l'acheter et qu'elle n'existe pas, tu dois la construire. Mais ça se fait dans cet ordre-là, quoi. C'est soit de la gratuité autour de toi, soit tu l'achètes, soit tu construis, parce que bah, c'est par ordre de difficulté, quoi. Un peu en mode coquille d'escargot, plus tu t'éloignes du centre, plus ça devient complexe. Et si tu montes une boîte et que tu démarres pas par solliciter tes ressources, recruter ton pote qui a travaillé 10 ans dans une boîte de conseil, qui a 5000 balles de chômage, qui a pas besoin d'argent et qui a envie de se motiver, etc. Si lui tu le prends pas dans ta boîte, que tu lâches pas un peu d'equity enfin c'est que t'es complètement à côté de la plaque et que tu peux pas entreprendre quoi. Si t'es excellent, je sais pas, tu parles le turc et que du coup je sais pas t'as un truc à jouer, ben en fait il faut utiliser ce truc là aussi, tu vois. Enfin c'est pas forcément il faut l'utiliser. Mais si t'en as besoin, il faut pas s'en priver, quoi. Ça, sinon, il faut pas monter de boîte. Si on n'est pas capable de faire ça, il faut pas monter de boîte. ouais. C'est pour ça qu'il y a un peu un côté requin dans le business, mais c'est pas requin en fait. Moi, je suis, tu vois, genre, enfin, c'est le business. Moi, il y a des gens qui m'ont volé, il y a des gens que j'ai volé, il y a des gens que j'ai, enfin, tu vois, genre, en fait, c'est comme ça fait partie du game. Et en fait, je suis désolé, mais même moi, enfin, le fait d'avoir construit le produit que j'ai aujourd'hui par rapport à la concurrence, enfin, j'ai sûrement mis des gens au chômage aussi, tu vois, mais enfin, je vais pas m'empêcher de faire un produit Oui. tu vois, parce qu'il y a la concurrence et parce que je suis gentil et parce que voilà, on vit dans le monde des bisounours. Euh, mais voilà, faut avoir un peu la tête, faut être rationnel en fait, faut être très logique. Le travail, ça paye tout le temps. Travailler mieux et plus intelligemment que les autres, vous allez y arriver. Et surtout que je pense, tu vois, je parlais de la concurrence, mais je pense qu'à partir du moment où tu es prêt à faire mieux, ou que tu penses pouvoir faire mieux, il n'y a aucune barrière. Tu vois, demain, tu penses pouvoir faire mieux qu'Uber ou que Airbnb, mais franchement, vas-y, genre, Ouais, bien sûr, de ouf. Bah oui. il y a des boîtes qui arrivent à percer en très peu de temps. Après, ça va pas être facile, parce que voilà, mais il faut bien se dire que il y a des boîtes, c'est le bordel chez eux, en fait, hein. Genre, moi, je connais des gens qui travaillent chez Airbnb, Uber, machin. Le seul endroit où c'est pas le bordel, où j'ai jamais entendu vraiment que c'était le bordel, c'était Google, pardon. Là, c'était vraiment carré, donc ça va être dur de concurrencer Google, même s'il y a ChatGPT qui est en cours, là. Mais en revanche, ouais, il y a plein d'exemples que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie, où les mecs arrivaient à concurrencer un marché hyper compliqué et qui au final y arrivait un peu. Moi, j'ai concurrencé un marché dans lequel les mecs à qui je m'attaquais, c'était quand même les meilleurs marketeurs de France, tu vois. Et enfin, soi-disant, enfin, en tout cas dans les grosses, c'est souvent l'image qu'on donnait. Ils étaient 15, 20 dans l'équipe. Je me suis pris des grosses vagues d'acquisition avec Germinal aussi à l'époque. Je sais pas si tu t'en rappelles Ouais, bien sûr. de ce là tout le monde les connaissait. Voilà, c'était quand même pas facile non plus, tu vois. Donc ça va pas être facile l'entrepreneuriat. C'est pour ça que tu parlais de baguette magique. C'est toujours. Et moi, la capacité que j'ai eue, la chose qui m'a sauvé, c'est vraiment la capacité que j'ai eue à remettre en question mes modèles continuellement, tu vois. Et je Ouais, c'est pense ça. que tous les jours, je me réveille tous les jours en commençant à zéro, tu vois.
j'ai 0 sur mon compte en banque tous les jours. Et j'ai 0 en abonnés tous les jours. Et j'ai 0 partout, tu vois. Genre, Ouais. même pour quand j'étais au chômage, je dis non, mais j'ai pas de chômage. Moi, c'est Ouais. bombarde, 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 quoi. Et Je sais pas si tu connais la méthode des 72 heures. C'est qu'en gros, quand tu vois que ton équipe, comment dire, elle stagne un peu, tu vois, elle s'embourgeoise, elle se met plus de challenge financier, ou même toi, tu t'en mets plus, tu pars du principe qu'admettons, tu n'as plus de cash dans 72 heures, et que du coup, il faut arriver à mettre quelque chose en place pour ouais, arriver à piller le truc. Et ouais, en fait, c'est une sorte de, enfin, ça fait circuler le sang, comme on dit, quoi, tu vois, il faut trouver des solutions, quoi. Il faut un peu se bouger, il faut être créatif, on repousse pas au lendemain, et si on est capable de le faire en 72 heures, si on applique ça sur 10 fois plus de temps, en fait, c'est clair. ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Et puis même, je pense que l'enjeu derrière, c'est vraiment d'essayer de passer le moins de temps possible sur des tâches de merde dans ton business qui te rapportent rien, tu vois. Genre réussir à faire en 2 heures ce que quelqu'un fait en une semaine. Mais alors ça, du coup, t'introduis peut-être ce que tu fais avec ChatGPT. Et juste, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est sur la délégation. Tu disais, ChatGPT va répondre à la délégation. Et donc là-dessus, moi j'ai une question. C'est, est-ce que tu crois que les gars qui n'ont pas le mindset de déléguer, en gros, quand tu délègues, on délègue quoi? On délègue de la productivité ou on délègue de la prise de décision? Déjà, premièrement. Parce que la prise de décision, dans tous les cas, ChatGPT va pas nous aider à le faire. Ouais. Il va nous aider à produire le truc. Comment tu vois le truc? C'est un peu l'avis contrariant de ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est pour introduire le super taf que tu fais sur ChatGPT. Moi, j'ai en fait, tu as la barrière humaine dans la délégation qui me fait extrêmement peur. Tu vois, donner mes identifiants d'email à quelqu'un, Mm. essayer de donner mes identifiants LinkedIn à quelqu'un, donner mon business dans les mains de quelqu'un, ça me fait peur. Je suis pas fondamentalement quelqu'un qui a toujours aimé travailler en équipe. Je suis quelqu'un, Ok. comme je t'ai dit, j'ai une idée, je la fais. Et en fait, le problème, c'est que quand je bosse comme ça, souvent les gens vont te dire mais il y a ça, mais il y a ci, et donc du coup il faut attendre la validation de machin, et en fait ça me tend, tu vois, de ouf. Donc j'ai besoin, et j'ai pas de patience, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est Mm. que, genre, en fait un mec me dit ok je vais faire ça, ou une nana d'ailleurs me dit ok je vais faire ça, et que je vois 2 semaines après qu'elle l'a pas fait, ça va me gonfler, tu vois, je vais dire mais enfin, dans ce cas me dis rien, et genre avance. Et du coup travailler en équipe avec moi c'est quand même, faut s'accrocher quoi, faut mettre sa ceinture, ça va vite. C'est très formateur, mais derrière, voilà. Et donc la différence avec ça, c'est que t'as pas avec ChatGPT, c'est que t'as pas de barrière humaine, quoi. C'est-à-dire que tu peux demander à ChatGPT de faire tout ce que tu veux sans avoir besoin de le payer déjà, parce que c'est gratuit, enfin c'est 20 € Ouais. par mois, et de pouvoir gérer ses émotions, tu vois. Quand tu t'énerves sur ChatGPT, il va pas te foutre une tarte ou il va pas démissionner. Et ces baisses de pertinence au fur et à mesure de la journée, de la semaine ou du mois, parce qu'il est crevé et C'est ça. il a fait une soirée étudiante la veille, quoi. Ouais, C'est putain. un, c'est un- c'est un robot plus plus. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait de te dire qu'en fait, effectivement, moi, tu vois, genre, je suis dans un groupe de gros hackers, donc les top gros hackers de France, même d'Europe. Et en fait, tu vois, je pose une question, et en fait, en 4 messages, j'ai 30 idées qui sont venues, tu vois. Et je pense que ça, ChatGPT peut pas le faire parce qu'il y a tu vois, beaucoup de références, tu vois, un peu comme quoi tu m'as Mm. sorti un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup euh, de trucs où tu lis entre les lignes aussi, tu vois. En fait, c'est vraiment l'aspect, je pense. En fait, pour moi, ChatGPT aujourd'hui, c'est plus un esclave, tu vois, que tu payes pas, et que tu expliques, tu vois. Moi, je l'ai fait, j'ai pas jamais payé un dev. Pourtant, Mm. j'aurais pu payer un dev, tu vois, à l'autre bout du monde, un mec comme Madagascar ou Malgache, j'en sais rien, pour pouvoir me développer le truc, ça me coûte 30 balles, tu vois, un truc comme ça. J'ai jamais eu la patience de lui expliquer, tu vois. Parce que quand tu vas recruter un dev, tu vas dire là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses machin, et comme ça. Mm. Alors les templates, ça doit ressembler à ça, et machin. Là, en fait, ChatGPT, tu lui dis, OK, bon, bah, moi, je veux ça, 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 avec tel visuel, et hop, il t'a développé le truc, et tu testes, et ça marche, et ensuite, après, tu dis, bah, ça marche pas, essaie de me corriger le truc, et te l'a développé. Moi, dans l'aspect technique, je suis hyper impressionné. Dans l'aspect plus création de contenu et tout, ça m'intéresse. Pour l'instant, je trouve que c'est assez limité. Ça reste quand même assez robotique comme façon de parler. Mm. Il a du mal à reproduire ton style, tu vois, peut-être qu'à un Ouais. moment, ça va aller. T'envisages de développer ton LMM ou un truc comme ça? Euh, Ton propre corpus, en gros, pour que les gens comprennent, c'est la base de données sur laquelle l'intelligence artificielle se nourrit pour faire des grands raccourcis. Bon, il y a possibilité d'avoir son propre serveur pour le faire. Évidemment, c'est complexe,
Mais donc, du coup, ça ramène une notion de subtil, enfin, c'est plus subtil, quoi. Ouais, ça m'intéresserait, ouais. C'est Kevin GPT, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Façon de parler et tout en analysant tout ce que j'ai dit sur les réseaux. Il y a un script sur GitHub qui te le fait. Ça doit pas être très difficile à faire. Mais faut que je trouve le temps. Pour l'instant, je pense pas que ce soit la prio, mais moi j'attends. Je suis attiré par l'objet brillant. J'ai été attiré par l'objet brillant par ChatGPT, surtout pour une thématique que je vois qu'il maîtrise extrêmement bien, qui est le codage informatique. Ouais. Parce que moi, je vois les heures et les heures que je passais à essayer de développer des trucs, la frustration que j'avais à ne pas pouvoir automatiser des tâches sur mon ordinateur, les journées à tester les mauvais outils, les mauvaises approches et tout. Donc, je vois très bien comment est-ce qu'il peut m'aider à ce niveau-là. Après, pour le reste, ça reste comme une machine. Je crois énormément. Tu vois, par exemple, je voulais me donner lui demander de me poser des questions parce que tu sais, je veux faire le truc un peu podcast, enregistrement un peu podcast, qui marche très bien sur les réseaux sociaux. Je lui dis, vas-y, bah, trouve-moi des questions à poser à des entrepreneurs et j'y répondrai, quoi. Et j'ai pas réussi du tout. Pourtant, il m'a sorti des questions hyper intéressantes, mais j'ai pas du tout réussi parce que je pense que sur certaines tâches, tu as encore des barrières mentales ou psychologiques à dépasser, mais surtout que je pense que tu as des environnements à créer pour être vraiment performant. Donc notamment, moi j'ai recruté quelqu'un par exemple que je paye, qui s'appelle Le Miroir. En fait, voilà, c'est un nouveau métier qui s'appelle Le Miroir, un mec qui se met en face de toi et qui te pose des questions un peu comme on fait là, tu vois. Je le fais aussi. Voilà, donc tu regardes et tu poses des questions aux gens et ça marche extrêmement bien et du coup les gens racontent des grosses pépites, après tu les cuts et tu les envoies sur les réseaux pour partir viral. Ça, tu vois, il peut pas le faire, ChatGPT. Pourtant, c'est hyper important dans la création de contenu aujourd'hui en 2023 à cause de TikTok qui a explosé sur les shorts, qui a fait vraiment exploser la vidéo sur les shorts. C'est hallucinant le nombre de business qui se crée sur ça. Donc ça, il le fait pas. Et je pense, tu vois, c'est un peu comme pour vraiment lier aussi, ou peut-être ça pourra aider les entrepreneurs, mais j'aime bien faire une petite transition avec ce que je pensais sur l'environnement dans lequel tu es. J'avais fait tu vois, pour moi, c'est important, par exemple, si tu veux faire du contenu, d'aller dans un studio et tout, genre vraiment avoir une vraie chambre dédiée à ça. Ouais. Un peu comme quand tu vas au cinéma. Quand tu vas au cinéma, tu vois, tu as la musique qui est forte, tu es dans le noir, t'as un écran géant, tu as des gens autour de toi, Ouais, tu sacralises un peu le moment, t'as un ça décuple. environnement dans lequel tu peux pas regarder ton téléphone parce que sinon tu vas déranger la personne derrière toi et tout. Donc en fait, moi, j'adore aller au cinéma pour cette raison, c'est que je suis concentré sur le film, tu vois, mais vraiment à 300%. Alors que quand je regarde un film chez moi, tu vois, même si j'ai un rétro et tout, genre, bah, je regarde mon téléphone, je suis pas concentré, j'oublie des parties, je suis pas attentif, etc. Et en fait, du coup, ça résume plutôt très bien cette métaphore du cinéma, c'est que l'environnement de travail dans lequel vous allez vous mettre et l'environnement dans lequel vous allez être pour créer du contenu est hyper important. Et du coup, je pense que ChatGPT aujourd'hui est pas capé pour ça, tu vois. Ça serait bien de le mettre sur un visage humain à la limite, tu vois. Alors essayer je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs un peu comme ça, tu vois, à réfléchir où tu te dis que, en fait, d'avoir que du texte, c'est un peu et des machines, c'est un peu pas terrible, je trouve. Non, c'est clair. Bah, nous, tu vois, ça a débloqué ChatGPT dans l'application qu'on en a. Enfin, du coup, OpenAI, parce qu'on utilise l'app, mais l'API, bon, peu importe. Moi, ça m'a permis d'arrêter de croire que j'étais le seul à pouvoir faire des consulting strat. Et du coup, ça m'a permis de me débloquer justement concernant le recrutement. Parce qu'en fait, nos méthodes, elles sont sur Slide, dans Google, donc l'équivalent de PowerPoint, quoi. Après, il y a des trucs sur Notion, et puis quand on est en consulting, à chaque fois, je fais appel à ces ressources-là. Demain, c'est sûr que j'arrêterai de remplir des formulaires pour que un gars de mon équipe aille mettre à jour les templates, etc. Et ça sert à rien, en fait. Pour faire un script de webinaire, un script de VSL, quand on a les bonnes questions, qu'on arrive vraiment à mettre de la nuance dedans, etc., là-dessus, c'est de l'implémentation. Mais pour moi, ça reste vraiment un travail d'assistant. Je crois pas que ça soit vraiment c'est pas un C-level, en tout cas, le ChatGPT. Pas du tout. Ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a un livre qui expliquait comment l'intelligence artificielle avait anéanti l'humanité et en fait, la question partait tout simplement de comment est-ce qu'on peut économiser de l'argent sur un trombone et que ChatGPT avait compris qu'en fait, dans le corps humain, il y avait du fer. Du coup, le moyen le plus économique, selon lui, c'était d'anéantir toute l'humanité pour pouvoir construire des trombones. Donc, en fait, on se faisait tuer pour des trombones et du coup, ça montre un peu la
la folie potentielle d'un robot qui prend le contrôle sur l'avenir. Donc voilà, ne donnez Ouais. pas le contrôle à ChatGPT, c'est pas bien. On a pas mal parlé avec Benoît de la théorie de l'alignement, tous ces trucs-là, trucs qui font un peu flipper, mais j'ai l'impression que dès qu'on a un nouveau truc, déjà je pense que ChatGPT est dangereux, mais je pense qu'on a une faculté aussi à se faire peur sur, tu sais, on a toujours, j'en parlais avec Benoît, du coup, désolé pour les auditeurs qui entendent ça, mais tu sais, on a toujours peur du gars, surtout c'est très actuel avec Poutine, mais tu sais, du gars qui a le bouton de l'arme nucléaire et qui peut anéantir, Ouais, tu vois, ça fait un peu penser à ça, tu vois. c'est clair. Par extension, c'est un petit peu ça, mais oui, non, dans tous les cas, c'est flippant et ce sera pas le problème du robot, ce sera le problème des gens quand même qui lui mettent des contraintes, quoi. Je Ouais. pense qu'il y a surtout ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Si si t'avais pas fait du gros hacking, t'aurais fait quoi? C'est une bonne question. Je pense que le gros hacking est vraiment tombé dans ma vie de manière hyper naturelle, en fait. Pour la petite histoire, j'avais jailbreaké l'iPhone quand j'étais gamin au lycée. Et du coup, j'arrivais au lycée et du coup, je leur montrais, ouais, jailbreaker, en fait, c'est débloquer toutes les fonctionnalités du téléphone. Et en fait, c'était hyper facile à faire à l'époque, mais je demandais 30, 40 balles pour pouvoir le faire à mes amis parce qu'en fait, j'avais la flemme de le faire gratuitement. C'était relou à faire en vrai. Quand tu savais le faire, c'était bien, mais en vrai, tu te fais chier après, enfin. Donc, Ouais. Bon, ouais. voilà, j'avais pas forcément conscience que c'était compliqué. Après, j'ai voulu faire un site internet. Donc, du coup, j'ai appris à faire du WordPress, qui a totalement échoué parce que du coup, personne venait dessus. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir des clients parce que les amis de mes amis de mes amis recommandaient mes services à leurs parents qui étaient entrepreneurs et du coup, je faisais de l'argent comme ça, tu vois. Donc, en fait, moi, le gros hacking, je suis tombé dessus, tu vois, allier le stratégie un peu hacker, technique avec le marketing, ça a fait partie de moi depuis le début. Je pense que si j'avais pas eu l'occasion de faire ça ou si ce métier n'existait pas, je pense que j'aurais été quelqu'un qui, tu vois, en mode un peu scientifique, Hmm. peut-être psychologie aussi, tu vois, j'aimais bien chercher le truc qui avait fait bugger quelqu'un ou le truc qui bug en fait. Moi, je suis quelqu'un qui résout des problèmes de manière créative, tu vois, et c'est ce que je kiffe faire le plus. Je pense même développeur, je pense que j'aurais été pas mauvais, même si je suis un peu trop bourrin pour être développeur, genre vraiment pour le coup, je suis pas assez structuré, j'ai un esprit très chaotique. Et ça se voit d'ailleurs quand j'ai une idée, je la fais, c'est qu'en fait, c'est pas du tout structuré, je la lance en mode à l'arrache et je vois si ça marche, tu vois. Et après, si ça marche, en fait, tu vois, c'est ce que j'ai fait sur mes webinars, tu vois. Mes webinars, j'ai Hmm. décidé en 10 minutes de les faire. Genre, j'étais en train d'écrire, je dis, vas-y, qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Et je dis, vas-y, c'est quoi, nique sa mère, je fais un webinar. Et j'ai fait, vas-y, webinar, lien sur un site internet, machin et tout. J'avais fait, je crois, 700 inscrits sur ce post. Et genre, le webinar était nul, vraiment nul, 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 nul. Moi, j'avais fait quand même 10 000 euros, tu vois, un truc comme ça, sur les ventes de ma formation de GPT. C'était quoi? C'est que de l'orga, le trafic que t'avais? Que C'est leur- ton LinkedIn? Ouais, ok. Mais c'était nul. Après, le deuxième fois, j'en ai refait un, troisième fois, j'en ai refait un, et quatrième fois, ça a cartonné, tu vois, et après, j'ai compris. Donc, en fait, tu vois, j'ai une personnalité où, genre, bah, c'est ce que dit Ray Hoffman, le fondateur de LinkedIn d'ailleurs, c'est genre, l'entrepreneuriat, c'est sauter d'un avion et construire son parachute dans la chute, tu vois. Et du coup, l'objectif, c'est de pas. Euh, c'est déjà de le construire le plus rapidement possible, mais surtout, j'ai la sensation qu'en fait, tu ne te craches qu'à partir du moment où toi, tu as décidé de te cracher pour revenir à tout ce qui est obstination, détermination, etc. C'est qu'en fait, à un moment, tu es en pleine chute libre, en fait, tu n'arrives pas à construire ton parachute, bah, reprends un peu d'air, tu vois, en construisant Ouais. quelque chose et tu vas regagner un peu de chance. La différence qu'il y a entre en grosse et un entrepreneur lambda, si tu veux, c'est qu'en fait, l'entrepreneur lambda va sauter d'ici en parachute, tu vois, alors que le gros, il va sauter de tout là-haut. Pourquoi? Hmm. Parce qu'il a plus de temps que Ouais. l'entrepreneur normal, tu vois. Lui, il va faire en 10 minutes ce que l'autre va faire en 1 heure, tu vois. En fait, il a plus de chances de se cracher. Euh, donc ouais, si j'avais pas fait de grosse, je pense que j'aurais fait un métier un peu créatif, scientifique, technique, euh, Ok. voilà, Trop bien. écologique. Et du coup, la suite, pourquoi? Donc, demain, là, il y a le lancement de l'affiliation. Du coup, il y a ce truc-là, mais la suite, il y a quoi d'autre? C'est quoi les prochains steps? Prochain step, je suis en phase de peut-être structuration de mon business. Je suis en train de voir si je peux continuer tout seul ou pas. Pour l'instant, c'est vraiment difficile de continuer seul si je veux grossir. Je pense qu'il y a un moment où je pense que tu peux aller à 50K par mois, tu vois, en mode solo. Après, franchement,
c'est difficile de dépasser le cap des 70, 100 000 euros par mois en étant tout seul. Donc, il faut vraiment structurer, recruter les bonnes personnes. Donc, ça, c'est le futur de mon business, mais je sais même pas si j'ai vraiment envie de le faire au final. Hmm. Mais c'est plus par rapport à la mission que j'ai moi qui m'anime. Et du coup, c'est pas forcément l'argent, c'est que l'argent, comme je disais, c'est les poumons. Et du coup, les poumons, ça va me permettre de créer plus de contenu, d'être plus visible, ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui m'excite en fait, plus qu'autre chose. Et du coup, voilà, et d'essayer de structurer tout en étant une formation hyper bien notée, en ayant un très bon produit, continuant de rencontrer des gens comme toi, comme tu vas peut-être Tougan que tu vas me présenter, Benoît, des gens qui sont hyper inspirants, qui sont dans la même dynamique en fait entrepreneuriale française, tu vois, même étrangère, parce qu'en fait tu apprends beaucoup à aller aussi rencontrer des gens à l'étranger. Euh, Parce qu'en fait je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le chemin entrepreneurial est un chemin personnel de dingue. Moi, j'ai jamais autant évolué personnellement que C'est depuis que clair. j'ai pris. Ça te montre les limites que tu dois t'imposer à toi-même, ça te montre la résilience que tu dois avoir par rapport aux échecs, ça te montre l'état d'esprit de changement, growth mindset que tu dois avoir constamment. Ton attitude face à l'adversité aussi. Exactement. Et je suis quelqu'un d'hyper calme maintenant. Je suis beaucoup plus serein. Alors qu'avant, tu vois, je faisais des nuits blanches parce que mon boss me parlait mal. Maintenant, Hmm. j'en ai vraiment plus rien à foutre. Donc voilà, c'est plus, tu vois, continuer, voilà, essayer de structurer peut-être mon business et dans un deuxième temps, enfin, continuer d'apprendre. Et dans un troisième temps, continuer aussi de développer personnellement ce que j'ai réussi à battre jusqu'à aujourd'hui et inspirer le maximum de personnes à faire comme moi, quoi. Trop bien. Et Trop toi, bien, trop bien. je te retourne la question. Prochaines étapes? Ouais. Prochaines étapes, bah alors, c'est déjà de trouver un peu de temps, parce que le temps aujourd'hui, c'est la denrée qui me bouffe, c'est le truc qui me manque, qui ça, voilà, je me fais bouffer. Je me fais bouffer, mais je sais que je suis dans une phase de structuration, donc c'est pour le mieux. Les beaux jours vont arriver. Mais dans tous les cas, dans cette période, on avait commencé l'épisode un petit peu avec ça. Dans cette période qui est compliquée pour beaucoup d'entrepreneurs du web, on sait que là, on a des ralentissements. C'est moins facile de lancer des choses, c'est moins facile d'optimiser, même pour certains d'être juste rentable. Je me plains pas. Je préfère bosser plus que pas bosser. Donc ouais, non, je suis très content. Après, moi, l'idée, c'est qu'à 40 balais, là, j'en ai 33. Que la partie conseil soit remplacée par une activité de VC. Ça serait l'idéal. Mm. Euh, Parce que là, aujourd'hui, j'aide des gens en donnant de mon temps. Je recrute des gens pour qu'ils donnent également de leur temps. Mais si on veut passer à l'échelle, il faudra déployer du capital. Il n'y a pas le choix. Et ça sera pas le temps, la denrée, ça sera le capital. Donc, ouais, je me laisse 7 ans pour atteindre ça. C'est vrai Et que c'est ça la vision. c'est un sujet auquel personne ne parle, surtout dans le milieu du solopreneur, alors de l'entrepreneuriat aussi comme le tien, où tu es dans la partie vente de temps, en fait, où en fait tu arrives à faire du gros cash qui va sur un compte en banque et que tu arrives à, tu vois, enfin moi personnellement, j'arrive à avoir, tu vois, des trucs sur un compte en banque, de l'argent sur un compte en banque sans savoir où le placer. Mm. Parce que c'est vrai que, bah, par exemple, en France, tu te fais pas mal défoncer. Et en fait, c'est pas équilibré dans la mesure où nous, on arrive à créer des business qui, quand même, arrivent à avoir une rentabilité par humain qui est colossale par rapport à des business que tu peux voir traditionnellement. Et que du coup, tes dépenses sont beaucoup plus réduites et qu'en fait, finalement, les impôts ne t'encouragent pas à avoir des dépenses réduites parce que c'est pas plus tu gagnes, plus tu payes, Exactement. c'est plus tu gagnes, plus tu payes, tu vois. Exactement. Et ça, c'est triste. C'est pour ça que les modèles aujourd'hui de fiscalité, etc., machin, on est grave perdant dans l'histoire parce que, ouais, en fait, c'est pour ça que les gens, tout le monde se barre d'ailleurs. Moi, je vois beaucoup de gens partir de France parce que, en fait, tu t'arraches comme un chien, t'es tout seul, tu prends du stress et tout, et qu'en fait, t'as aucun effet de levier. Quand je vois des gens, tu vois, qui travaillent pendant 3 ans et qui vendent leur boîte 10 millions à des boîtes, nous, on n'a pas l'occasion de pouvoir faire ça. En Non. tout cas, moi, je peux Exactement. parce que c'est mon image qui prime sur mes ventes et malheureusement, je peux pas faire ça. Donc, c'est un modèle où il va falloir trouver et réinventer, contourner les systèmes pour pouvoir faire un effet de levier sur nos chiffres d'affaires actuels de notre boîte en utilisant, par exemple, je vous donne des tips, hein, tout ce qui est holding, investissement dans l'art, investissement dans l'immobilier, créer des portefeuilles d'investissement et tout.
ou alors s'expatrier à Dubaï. Ouais, mais s'il faut avoir envie de le faire, après, c'est toujours pareil. Ouais, c'est faut avoir envie de le faire. Mais c'est pour ça que les gros riches infopreneurs se sont barrés de la France parce Mm. qu'ils n'ont pas de modèle encore adapté sur notre modèle à nous. Ouais. C'est hyper frustrant et qu'on va perdre. Je suis sûr que dans plusieurs années, ça va venir sur le sujet en mode voilà, bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente le palier moyen de freelance jusqu'à 1 million, tu vois? Et dans ce Mm. cas, pas de gestion administrative. Ou alors on continue sur les sociétés qui sont censées être plus de 10 personnes. Enfin bref, voilà, je trouve que faut réfléchir aux effets de levier. Tu vois, faut réussir à faire des petits bébés de son argent, je pense, à notre niveau. Mm. Non, mais ce que tu mets le doigt sur un truc, c'est une question que je me suis énormément posée. On parlait tout à l'heure du CPF, on est passé vite dessus et tout. Mais en gros, pour refaire la story, j'avais déjà fait un épisode là-dessus. Premier épisode que j'ai fait tout seul d'ailleurs, je crois. C'est en septembre, on se fait bloquer par la Caisse des dépôts. Enfin, on se fait bloquer. On se fait contrôler. Et vu qu'on faisait des gros volumes d'argent, les montants de ce qui nous devait, de ce qui devait nous verser, ont été gelés le temps du contrôle. Alors, ça a été débloqué 3 mois après, mais en fait, ça représentait énormément d'argent. Plus d'argent bloqué par la Caisse des dépôts que ce que j'avais eu dans toute ma vie sur mon compte perso, qu'on soit clair. Ça dépassait l'entendement. En tout cas, à mon niveau, voilà, je suis pas fils de milliardaire, donc je sais pas exactement à quoi ressemblaient plusieurs millions d'euros bloqués sur un compte. Et donc là, à ce moment-là, tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi je fais tout ça, quoi. Ouais. Et en fait, surtout que quand ça se débloque, il y a un tiers qui va repartir. Tu te dis waouh, c'est quand même un truc de dingue. Et donc des fois, tu te demandes pourquoi tu fais les choses. Et heureusement qu'il y a un peu cette vision, cette mission qui rentre en œuvre, qui permet en fait de lisser l'obstacle. Même si là l'obstacle était un peu costaud, tu te dis ok, en fait je fais pas ça pour rien. Donc en fait si tu regardes de manière micro, les impôts qui t'en prennent un tiers, déjà la TVA qui te prend 20% direct, etc. Enfin ça c'est clair. Après moi j'essaie toujours de mettre, et je l'ai dit souvent ici, et je vais avoir un avis contrariant avec ce que je disais jusqu'à maintenant. Donc je vais un peu me contredire, mais je disais si je donne et que je prends, ça me va. Seul truc, c'est que ça, c'est toujours valable dans ma tête, mais je me rends compte que là, ça s'est inversé. C'est plus ISO. Ouais. C'est-à-dire que je prends pas autant. Ça fait un moment que je fais plus d'immobilier parce que je bosse trop. Donc, en fait, j'ai plus de levier bancaire. En plus, c'est très compliqué d'en avoir. Mes gosses, je les ai sortis de l'école publique parce qu'en fait, je voulais absolument qu'ils soient dans l'école publique. Et au final, ça me convenait pas. Donc, au final, je paye l'école. Enfin, je bénéficie pas trop des trucs de la communauté. Donc, en fait, à titre perso, là, je vois qu'en fait, ça se déséquilibre. Après, je suis pas du tout prêt à m'expatrier parce que déjà idéologiquement, ça me dérange. Mais alors pour le coup, c'est juste mon cas à moi bien précis. Tous mes potes sont à l'étranger et en fait, ça me semble tellement normal qu'ils se barrent. Je me trouve plus un ovni qu'un donneur de leçons là-dessus. Enfin, je ne me permettrai jamais de le faire. Et donc, peut-être pas jamais d'ailleurs, mais en tout cas, je donne pas de leçons aujourd'hui sur ça. Et donc, ouais, je pense que c'est un arbitrage entre ce que tu prends et ce que tu donnes, quoi. Ouais. Mais là aujourd'hui, moi, je sais que je suis clairement désavantagé. Tu vois pas où l'argent va de toute façon, et ça c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que surtout quand tu vois toutes les manifestations, tous les problèmes qu'il y a en France, le manque de sécurité, le retard des retraites, les machins, en fait, t'as l'impression de te faire plumer tout simplement. Plus de visibilité, ce serait peut-être pas mal, mais aussi. Ça nous éviterait déjà de comploter si on avait de la visibilité. Exactement, ouais, c'est ça en fait, mais il n'y a pas de C'est ça le problème. mais, enfin, pour payer pour qui, pourquoi, comment, où est-ce que va l'argent? En fait, on a 3000 milliards de dettes. Comment ça se fait, tu vois? Genre, enfin, à un moment, moi, je pense qu'il faut arrêter de donner l'argent à des gens qui sont irresponsables et qui savent pas faire d'argent, tu vois. Enfin, je suis désolé, mais les politiciens qui sortent de l'ENA, c'est pas eux qui vont m'apprendre à faire de l'argent et qui vont pas apprendre à gérer mon argent, d'autant plus. Donc, en fait, aujourd'hui, malheureusement, t'es tout seul pour te refaire. Je suis convaincu de ça, vraiment, qu'on est tout seul pour se refaire, même les retraites et tout, c'est un putain de pondy, en fait, la France. De ouf. Tout le monde donne l'argent, regarde, on est en train d'espacer encore le retard des retraites et tout. Enfin bref, on a 3000 milliards de dettes, c'est n'importe quoi, ça part totalement en couille, les gens sont de plus en plus violents et tout. Bref, j'ai pas une bonne image de la France, même si c'est un pays que j'adore et que la culture, et je suis né français et tout. En revanche, par rapport à ce que tu dis sur les difficultés, tu vois, qu'on rencontre, moi, il y a un état d'esprit, parce que ça m'arrive pratiquement toutes les semaines aussi, tu vois, j'ai eu pendant 2 semaines des baisses de CA. Là, je sais pas ce qui est prévu pour demain. Enfin, genre, toujours t'es en stress, toujours peur de tout. Je pense que c'est ce que je me dis souvent, c'est que ça fait partie du chemin, en fait. Et que, tu vois, un mec comme, d'ailleurs, Brian, c'est un joueur de basket qui disait ça, c'est qu'il avait reçu la coupe de la NBA, tu vois. Il y a un journaliste qui lui dit, alors, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fier de vous et tout? Et Brian lui avait dit, la médaille, en fait, je m'en fous, ça dure une journée tout au plus. Là où je suis fier, c'est d'avoir
passer des heures à l'entraînement, de me lever à 4 heures du matin pour pouvoir m'entraîner, d'avoir réussi à sauver mon équipe de moments où c'était compliqué, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est la journée, comme disent les Américains, Ouais, qu'il faut c'est ça, oui. avoir en tête. C'est le chemin, quoi. Et en fait, la médaille, c'est temporaire. Atteindre un sommet d'une montagne après avoir voyagé pendant 10 jours, tu restes, allez, maximum 3-4 heures au-dessus de la montagne et tu redescends, tu vois. C'est les 10 jours, en fait, qui t'ont permis de grandir et qui font partie du chemin. Tu vois, t'as pas les bras de The Rock en ne bavant pas à porter de la fonte tous les jours pendant des années, tu vois. Et le sport t'apprend ça, d'ailleurs. Le sport t'apprend vraiment à souffrir, à dépasser tes limites, à voir les résultats. Et en fait, voilà, il faut relativiser, ça fait partie du game. T'as pas réussi, tu t'es pas plus con qu'un autre, tu vas y arriver, quoi. Non, c'est clair. Bah, je partage à 1000%. Je partage à 1000%. Tu sais, il y a un adage, si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue, tu vois. C'est un peu péjoratif, parce que la boue, c'est négatif, tu vois, mais en fait, non, mais voilà, si tu veux atteindre ça. The Rock, en fait, je pense qu'il est foncièrement, je le connais pas, évidemment, mais je pense qu'il est foncièrement passionné par le fait de souffrir, par le fait de se faire mal, tu vois. Ouais. Plus que par le fait d'être le mec l'acteur le plus payé au monde et le mec le plus costaud de je sais pas où, tu vois. Ouais. Je pense que fondamentalement, il est passionné par le fait de se faire chier. Et je pense que nous, tu vois, on se plaint, tu vois, on a des problèmes, on a les CPF qui nous emmerdent, on a les CPA qui augmentent sur Facebook Ads, on a Google qui nous pose des problèmes de compliance, on a je sais pas quoi. Mais en fait, c'est des problèmes qu'on a choisis. Et donc, en fait, ça, je pense que c'est un énorme luxe. Ce qui pose un problème avec toutes ces notions de fiscalité, de restriction des libertés, etc. Pour le coup, je suis très content de ne pas avoir compris à l'époque du Covid. Je faisais pas partie des gens qui avaient compris qu'on était en train de se faire ken. Je l'ai compris après. Heureusement, j'aurais été extrêmement triste sinon. Ouais. Mais voilà, j'ai pigé après coup. Et en fait, le gros problème là, c'est que on n'a pas de levier. Tu vois, on n'a pas de levier, on est complètement impuissant. Parce que pour le coup, il y a deux échelles. Il y a la note qui est microscopique, qui est nanoscopique même, et puis après il y a les autres, quoi. Et donc voilà, le problème c'est de ne pas avoir de levier. Donc je pense que l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, en fait c'est à peu près la même chose pour moi, mais c'est un des rares moyens que l'on a de choisir notre destin, quoi. Exactement. Ouais. Ça, c'est sûr, et je pense que surtout que les gens, faut pas croire que l'État, c'est les gentils et que nous, les entrepreneurs, on est les méchants et qu'on veut pas donner l'argent et tout. Il n'y a pas de sujet, tu vois. C'est juste vraiment, je pense que passer une semaine dans notre tête et dans notre peau, et vous allez voir tous les risques qu'on prend pour pouvoir avoir l'argent qu'on a, et vous allez comprendre que ça fait chier de donner autant à la fin de l'année parce que t'es pour rien, en fait, quoi. Genre, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, je préférerais à la limite payer un de mes potes qui monte sa boîte, tu vois, créer de De l'argent ouf. de manière différente que de pas voir, en fait, encore une fois, où est-ce que ça va, et de financer la BPI qui finance des projets qui sont depuis 10 ans, qui n'ont jamais trouvé un market fit. Ça m'intéresse pas. Mais bon, voilà, chacun a ses visions. Moi, c'est ma vision. Après, je suis peut-être un petit peu libéraliste, et d'un côté, non, pas du tout, parce que je trouve que c'est un milieu français. La France est quand même extraordinaire pour ça. Tu vas te soigner gratuitement et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus aussi. Mais ça reste une utopie pour moi qui va pas durer encore très longtemps. J'aimerais bien, hein, mais ça va être compliqué, surtout avec tout ce qui est environnemental et tout. Ça fait flipper la génération dans laquelle on est. Alors, on s'éloigne un peu du sujet, Ouais, de ouf. mais De ouf, de ouf. en fait, je Ouais. pense que surtout sur la conclusion de ce truc, c'est que surtout, en fait, là aujourd'hui, je pense que si vous vous y mettez pas avant, le Covid nous a enseigné ça. Moi, le Covid m'a vraiment donné une leçon. C'est la première fois, je suis resté tout seul chez moi. C'est ce qui m'a déclenché d'ailleurs l'envie de revenir dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ça arrivé une fois, ça arrivera jamais deux. Tu vois. La deuxième fois du confinement, me suis cassé de la France, tu vois, et je suis allé faire le tour du monde pendant que les gens étaient enfermés chez eux. Et c'est la phrase que j'avais mis dans l'avion. J'avais dit, la première fois, c'est pas de ta faute. La deuxième, ça l'est. Tu vois. Et je pense que si personne n'a compris qu'à l'époque du Covid, on était autant dans la merde et qu'on peut encore l'être demain, la deuxième fois, ce sera de votre faute. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu te formes pas en ligne, si tu t'intéresses pas au sujet auquel on parle aujourd'hui, si tu n'essayes pas de sortir un peu les doigts du cul et d'essayer d'arrêter de bosser pour les autres, et en fait, je pense que tu peux au moins essayer, tu vois, de le faire. Peut-être que tu vas pas être bon. Tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même, en fait, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ça, je mets pas la pression parce que je pense qu'il y a le salariat, c'est extraordinaire, ça me manque de temps en temps.
Mais je pense qu'il faut apprendre à un peu ouvrir, tu vois, ces barrières mentales sur plein de sujets et ça ne peut te faire que aider parce que chaque décision difficile, et ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les trucs inspirationnels, mais avec lequel je suis beaucoup d'accord, c'est que chaque discussion difficile amène vers des vies plus faciles plus tard, tu vois. Par exemple, un truc tout con, tu vois, mais t'es avec ta meuf, il y a un truc qui te plaît pas, tu lui dis tout de suite, bah, t'as résolu le problème tout de suite. Alors que si tu le dis pas et que tu le gardes pour toi, donc c'est une décision difficile. Par exemple, je sais pas, t'as envie de la tromper, t'as envie de, je sais pas, tu l'aimes plus, j'en sais rien. Mais t'en parles, tu vois, c'est une discussion difficile. Et au moins, à la fin, bah, t'as réussi à résoudre ton problème et t'as plus de problème, tu vois. Alors que tu le laisses traîner pendant des années, tu t'en chies encore plus. Donc, De ouf. voilà, je pense que les gens attendent trop tard avant de discuter de choses qui sont difficiles pour eux et c'est vraiment dommage. Ça vaut pour tout type de management, hein. Enfin tout type de relation avec les collaborateurs, c'est pareil. Avec ses gosses, c'est pareil aussi. Moi, j'ai appris il y a pas très longtemps. Avec les darons, c'est pareil. Avec tout le monde, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça marche avec tout. Ça marche avec tout. Et les clients. Et les clients, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, mais ultra intéressant. T'es où en ce moment? Là, Portugal? à Lisbonne, ouais. Moi, j'ai emménagé à Lisbonne? Lisbonne. Ok. T'envisages quoi pour la suite? Moi, j'avoue, j'ai emménagé à Lisbonne en janvier parce que j'avais plein d'amis qui sont là, de The Family, tout le monde a bougé ici. Donc, j'ai encore un bon écosystème entrepreneurial que j'avais du mal à retrouver en France, mais que je vois de plus en plus revenir, ce qui est plutôt une très bonne chose. Tu vois, je vois de plus en plus d'événements revenir et tout, donc ça, c'est trop cool. Du coup, dès que je vais à Paris, je vais essayer de revenir une fois par semaine à Paris, tu vois, pour Ok, ah ouais. discuter avec les gens et tout. Je teste Lisbonne, le style de vie est juste incroyable, là, il fait 30 degrés, enfin je suis trop bien, la vie est cool, la vie est chill, après il y a une dimension vachement dépassée, tu vois, encore une fois, la recherche de l'excellence tout le temps, essayer d'aller, tu vois, Dubaï, j'y suis allé et honnêtement l'écosystème dans lequel tu es est superbe parce que tu es entouré de gens vraiment inspirants, tu vois, et ça j'adore. Donc c'est un sujet que j'aime bien, mais je sais pas si je pourrais vivre à Dubaï, c'est vachement décrié comme endroit. Moi j'y suis allé, j'ai pas trouvé que c'était non plus très, c'était pas aussi horrible, tu vois. Enfin, Ouais. il y a des teufs, il y a des nanas, bon, enfin c'est comme partout quoi, comme à Paris, il y a des nanas qui se font alpaguer pour aller en soirée parce qu'elles sont jolies. Bah là-bas c'est pareil, tu vois. Beaucoup plus vénal, je pense, beaucoup plus de gens qui sont riches, mais ça me dérange pas en fait. Tu sais, il y a l'image de te dire une plante qui pousse dans un pommier, enfin dans un pot de terre, elle poussera très très basse, et alors qu'une plante qui pousse autour d'autres arbres beaucoup plus haut dans C'est une clair. forêt, elle poussera beaucoup plus haut. Donc en fait, c'est jusqu'où tu veux aller, tu vois, en termes de hauteur dans ton mindset. Donc voilà, j'essaie surtout de me baigner dans un endroit où je me sens bien, où genre je suis heureux et avec lequel je peux, dans un écosystème dans lequel je suis en évolution. Mais je pense qu'aussi ce que tu fais, tu vois, par exemple sur les collectifs comme ça, c'est hyper intéressant aussi de rencontrer des gens qui sont déjà passés par les niveaux que tu as atteints, qui ont déjà eu les doutes que tu as eu aussi, qui sont déjà passés, tu vois. Donc je pense peut-être rejoindre un mastermind aussi, peut-être plus tard, pour me connecter à ces gens-là. Voilà. Trop bien. T'as déjà une idée de ce que tu veux faire ou de ce que tu vas y chercher? Bah moi, je suis dans une phase de structuration, donc à voir un peu comment les gens en ont chié ou pas pour le faire. J'ai du mal à déléguer, donc j'aimerais bien avoir quelques tips pour ça. Mais ouais, il y a le truc de Romain Collignon, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà. Bah, j'y étais ce week-end. J'y étais ce week-end. Je suis client chez lui. Ouais. Ah, ok. T'étais Bon, en France? Comment, pardon? T'étais en France? Ouais, Aix-en-Provence. Ok. T'as Aix-en-Provence. peut-être Qui rencontré est très. un ami à moi qui s'appelle Stéphane Marek. Est-ce que tu l'as? Ah, bah ouais, de ouf. Bah ouais, lui qui vit, ouais, bah, trop bien, Stéphane, qui a marié son frère ce week-end. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Trop bien. Ok. Ouais, il vit à Lisbonne. Ouais. Ok. Non, mais trop cool. Bah, il y aura Choubam l'an prochain dans le même groupe. Ça va être pas mal. Ok. Ah, Choubam, il vient aussi. Bon, ouais, Ouais. je vais venir alors. Mais Choubam, tu vois, pareil. En fait, t'as une connexion avec ces gens-là. J'avais déjeuné avec lui la semaine dernière à Hoxton. Hmm. Tu connectes hyper facilement, quoi. Ouais, Genre, de t'as ouf. besoin, en fait, d'être avec ces gens-là pour évoluer. J'en suis convaincu. Ah, moi, je vois pas ma vie sans ces regroupements, donc ouais, je te comprends 1000%. Mais on en parle en off, si Grave. tu veux parler si tu veux parler de Romain, d'ailleurs, que Ouais. j'embrasse.
Et ok, trop cool. Ben, on a un petit peu dépassé l'horaire. C'était un plaisir en tout cas d'échanger comme ça. Bah moi aussi, trop cool. De ouf. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Bah, j'ai fait le choix d'être partout, principalement LinkedIn où je publie énormément, ma newsletter que j'ai reprise récemment, où je dévoile pas mal de pépites que j'ai ressorties d'ailleurs sur cet épisode. J'ai été inspiré par ma newsletter de ce midi, donc c'est cool. J'ai YouTube aussi, Twitter. Voilà. Mon nom c'est Kevin Dufraisse, donc vous me suivez un peu où vous voulez. On mettra tous les liens dans tous les cas Merci. dans les notes de l'épisode. Bon, stop. Merci, Kevin. Du coup, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Pensez à aller remercier Kevin pour son temps, lui envoyer un petit message pour lui dire que vous avez kiffé son intervention. En tout cas, moi, j'ai adoré, Kevin. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.